Allô, Pat? Salut. Salut. Good. Hey, parle-moi donc, Pat, comment que t'as parti Ingold? Comment t'es allé chercher le brand de Ingold? Je sais que c'était existant, je pense, à Mont-Tremblant. Non, nous, on Non, était, c'est toi le premier. au fond, mais nous, on était en projet neuf, McGill Immobilier, notre agence immobilière là, qui est Ouais. vraiment spécialisée en projet neuf. Et à une certaine époque, il y a un fonds d'investissement qui nous avait approché pour acheter McGill Immobilier. Puis ça a comme créé un effet de curiosité. C'est quoi nos options et tout ça? On les a écoutés, on n'avait aucun intérêt à vendre, c'était plus par curiosité. Mais à un moment donné, on a commencé à analyser notre modèle d'affaires, les différentes options. Comme tu le sais, je suis marié avec Debbie Dr. Chic, qui est mon Ouais. associé et ma conjointe. Alors, Debbie est d'origine belge. Alors, quand j'allais en Belgique, je voyais Engel Volkers en Belgique. En Europe, c'est un monstre, là. C'est vraiment le joueur de luxe majeur. Donc, je voyais ce brand-là, je le trouvais exceptionnel. Quand on l'a vu arriver du côté américain, évidemment, on savait que ça allait suivre ensuite au Canada. On a appliqué, on était environ 18 groupes à avoir essayé d'acquérir les droits là, pour le Québec d'Engel Volkers. Il y avait des joueurs très pesants là, au niveau financier dans ces groupes-là. On était, je dirais, je pourrais dire, on était chanceux. Le président canadien, le démarcheur canadien, Richard Brinkley, c'était l'ancien propriétaire, lui, de Sutton, Ontario, OK. qui avait vendu un certain nombre d'années. Passionné d'immobilier, pas vraiment quelqu'un qui avait nécessairement besoin, c'est un ancien promoteur immobilier, tout ça, n'avait pas nécessairement besoin de travailler, mais adore le domaine. Avait essayé d'acquérir les droits canadiens pour Engel Volkers et l'Allemagne, le franchiseur, ne voulait pas avoir un seul franchisé pan-canadien. Donc, ils l'ont engagé comme démarcheur, comme président canadien. Rencontrer les 18 groupes, puis au final, ça c'est le beau compliment que Richard Brinkley nous a fait. Il a dit, je vous ai choisi vous parce que moi je vais avoir du fun. Et ce que vous avez fait en 10 ans, Miguel avait 10 ans à cette époque-là, ce que vous Ouais. avez fait avec un brand que vous avez créé vous-même en 10 ans, c'est exceptionnel. Donc avec un brand aussi fort qu'Engel Volkers, ça ne peut que fonctionner. Et je vous trouve sympathique et on va avoir du fun. En gros, ça a été les deux critères. Donc ce n'était pas le critère financier. Cela dit, ça vient des obligations. Il faut ouvrir tant de boutiques dans un certain délai. T'as un quota? Ben, c'est sûr, l'Allemagne avait analysé le Québec et il y avait des régions évidentes, là, comme tu as nommé tantôt, Tremblant, les cantons de l'Est, il y avait Outremont, Westmount, là, les secteurs haut de gamme naturels, évidemment, le Québec et tout ça. Donc, on arrivait avec au moins une dizaine de boutiques obligatoires à ouvrir dans un délai X. Mais là, on parle de millions en investissement. Alors, il a fallu être imaginatif. Évidemment, c'est toujours, comme on dit en bon français, un leap of faith. On ne sait jamais si ça va marcher. On hypothèque la maison, on hypothèque tous les investissements immobiliers, on emprunte de l'argent aux parents et tout ça. Donc, les premières années, comme n'importe quelle start-up, excessivement serrée. Tu te poses la question à tous les matins en te levant, est-ce qu'on a pris la bonne décision? Tu t'es mis là, là. Tu t'es mis Oui, là. parce que McGill allait déjà très bien. On était déjà Ouais. le joueur dominant en projet neuf. Aussi, on était des courtiers. Debbie et moi, on est courtiers aussi. Est-ce qu'on reste avec le courtage? Est-ce que juste en duo, après tant d'années, on serait dans une belle position? Risque-rentabilité par rapport au courtage, je pense qu'on aurait été bien placé. Mais on l'a essayé, on l'a fait et ça finit par vraiment bien fonctionner. Après 3 ans, je dirais là, après 3 ans, on avait passé notre compétiteur principal en volume. Et là, c'est ça. À partir de là, ça a été une belle histoire de succès. Tu sais, j'ai toujours eu pour mon dire, on a un très grand talent, là, Debbie et moi, c'est de choisir le bon monde. Tu sais, chez Engel, là, c'est les Nations Unies, là, c'est hommes-femmes, c'est tout groupe d'âge, orientation, religion, on a vraiment de tout, mais il y a vraiment un type de courtier qu'on recherche qui fait cette espèce de chimie-là à l'interne. Tu sais, je l'ai toujours dit, on n'est pas fait pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui est fait pour Ouais. nous. Quand ça fit, ça fit. Et évidemment, ça peut fitter pendant un temps. Le courtage, les courtiers, on évolue, l'agence évolue. Puis c'est ça, quand on est une des rares agences là, qui est reconnue aussi pour remercier ou on n'est pas dans le mode, on a un mode sélectif. Là. On est vraiment dans la spécialisation. On a un créneau très précis. Et c'est ça. Fait qu'on choisit les bons joueurs. Ça, c'est vraiment notre grande force, une grande variété. Et c'est ça, ça donne les résultats qu'on a eus. C'est quoi que tu regardes principalement? Mettons que tu rencontres un courtier comme Ben moi, moi, mettons, ou comme un autre courtier. C'est quoi les principaux points?
que tu vas regarder? Ben, tu vois, ça, c'est quelque chose d'intéressant de notre président nord-américain, ben, des Amériques, là, parce que là, maintenant, vraiment, on est aussi dans les Caraïbes, tout ça. Donc, Anthony Hitt m'avait dit un jour, il dit, quand on avait gagné, là, après 4 ans, on était la boutique numéro 1 des Amériques. Puis il m'avait dit, Debbie, Patrice, vous êtes mes pires gagnants possibles pour être numéro 1 chez Engel Walkers. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? C'est un drôle de commentaire. Il m'a dit, mais là, tout le monde m'appelle puis me demande c'est quoi la recette du succès de Engel Walkers Montréal. Et la seule réponse qui me venait en tête, c'est que Debbie et toi, vous faites tout par intuition. Donc, quand je passe une entrevue, j'en ai fait, c'est ça, des milliers là, en 20 ans, c'est vraiment un feeling. Après 30 secondes, 95% du temps, après 1 heure, je ne change pas d'idée. Je le sais, je le sens, c'est un feeling. Mais si tu peux, si on veut mettre des mots, là, je te dirais, je cherche le likable factor, le côté sympathique, l'honnêteté. Pour moi, ça, c'est primordial. Et la crédibilité. Ça, c'est comme, on dirait, c'est des traits de personnalité. Tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Ça ne peut pas prendre une demi-heure, 1 heure avec le client avant qu'il te dise « Ouais, finalement, il est sympathique. » Il faut que ça soit une impression initiale. Puis ça, dans la vie, malheureusement, heureusement pour ceux qui l'ont, mais c'est pas donné à tout le monde. Ceux qui l'ont, ils l'ont. Pour le reste, la crédibilité, c'est encore un petit peu malléable. On peut encore entraîner des gens. Tu peux perdre ta crédibilité. Complètement. Facilement. Mais au moins, des connaissances peuvent s'acquérir. Fait que la crédibilité c'est peut venir à un certain niveau. Fait qu'il y a une certaine portion malléable. Mais ces 3 critères-là, je te dirais, là, c'est les 3 critères qui se répètent chez la majorité. Likabilité, crédibilité. Honnêteté. Honnêteté. Bon, l'éthique, j'imagine ça. Complètement. C'est ça, pour ça que ça englobe, c'est ça. ça englobe tout ça. Là. OK, Engel Walker, là, ça fait quoi? Ça fait 5 ans? Non, on est numéro 1? Là, c'est toujours, la majorité des gens ont l'impression que ça va faire 9 ans en juin. 9 ans, mais le ça fait 5 ans que vous êtes numéro 1? 4-5 ans? Oui, c'est ça. Ça nous a pris 4 ans, exactement. Après 4 ans, on était numéro 1 des Amériques. Et l'année suivante, là, on a atteint le Saint Graal. Là, on a fini numéro 1 au monde dans les franchisés Engel Walkers à travers la planète. Ce qui n'est pas rien, quand même environ 1000 boutiques dans le monde. C'est sûr, là, c'est sûr que là, c'est dans les franchisés, là, parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle là, des MMC, là, des Metropolitan Market Center, qui sont opérés par Engel Walkers Monde, comme par exemple Paris, c'est opéré par Engel, OK, fait que ça, Dubaï. c'est tout comme, mettons, c'est la grosse compagnie qui a les exactement, les la maison mère qui garde ces boutiques-là. Okay. Ils ont racheté. La beauté, c'est qu'Engel Walkers croit énormément dans sa marque. Donc, quand ils voient des joueurs plus faibles ou qui ont le goût de se retirer, ils vont racheter. Ils ont racheté Athènes, ont racheté justement Dubaï, Paris, tout ça. Donc, ils croient en leur marque et souvent, quand ils reprennent, on voit que le niveau explose et tout ça. Ils aimeraient ça racheter Montréal. C'est la beauté, c'est ça. Nous, on n'a pas vraiment d'exception. Puis ça, pour la petite histoire aussi, les franchises types d'Engel Walkers, c'est des franchises de 10 ans à travers la planète. Ouais. Nous, on avait acheté 36 ans à Montréal. Pourquoi ils t'ont donné 36 ans? C'était une demande, nous autres, c'était une condition parce qu'on savait ce qu'on allait faire, on savait l'investissement en temps, on savait les millions qu'on allait mettre en investissement. Et je ne voulais pas, dans 10 ans, me faire imposer une renégociation. Moi, si je mettais autant d'argent, puis je le faisais vraiment all-in, je voulais être seté là, pour le plus longtemps possible. On a fait la même chose à Toronto. On a acheté 30 ans. Je pense qu'il y a juste Mallorca en Espagne là, qui est dans des dates similaires, qui avait 35 ans. Mallorca, j'ai été, c'est vraiment... c'est ça, on a eu un événement justement en novembre vraiment... d'Engel Walkers. Moi, la beauté d'Engel Walkers, quand on voyage, c'est souvent relié à des événements Engel Walkers. Mais juste à Mallorca, il y a 18 boutiques Engel Walkers à Mallorca. Il y a une boutique Engel Walkers commerciale. Puis c'est pas gros, là, Mallorca. Non, c'est ça, mais c'est le joueur dominant. Il n'y a pas une agence équivalente à Mallorca. Mais c'est ça, les gens ici, évidemment, il y a une progression continue. Le brand au Québec, on domine. Pour ce qui est des agences haut de gamme au Québec, on est vraiment l'agence dominante. Donc, mais c'est comme un avant-goût. On voit ce qui s'est passé en Europe. On est juste quelques années derrière, mais on s'en va au même endroit. La courbe de croissance d'Engel Walkers en Amérique du Nord est très similaire. Il y a des faits intéressants aussi. Il y a beaucoup d'agences qui se disent internationales. Mais dans les faits, selon les analyses, nous, internes, soit que les agences sont très fortes du côté des Amériques ou très fortes dans le reste du monde. Dans les meilleurs scénarios, je dirais, là, comme de ce qu'on voit comme chiffre, c'est environ un 85-15, soit d'un côté ou de l'autre. Il y a quelques années, Engel Walkers, on est vraiment arrivé à un équilibre 50-50. 50% des revenus venaient des Amériques, 50% le reste du monde. On est pas mal la seule agence immobilière internationale qui est vraiment balancée globalement. L'idée, c'est pas d'être partout,
c'est d'être dans les villes logiques de relocalisation. C'est sûr que nous, le Québec, il faut absolument, justement, la Belgique, la Suisse, la France, le Maghreb francophone, l'Afrique francophone. Engel Walkers est excessivement fort en Afrique. C'est ça, on sous-estime, là, mais l'essor de l'Afrique, c'est extraordinaire, là. Et évidemment... Ouais, c'est en boom en ce moment. Ça explose. L'Afrique du Sud, puis tous les secteurs. Là. Complètement. En même temps, il y a des réalités. C'est sûr que des gens fortunés qui font fortune, qui regardent les options à travers le monde où aller s'établir. Au Québec, on parle français, la seule option francophone d'Amérique. Donc, on a un apport. Nous, on a une période chez Engel Walkers que environ 18 de nos acheteurs étaient des non-résidents. Là. C'est non négligeable. Là. Mais c'est ça, c'est un vrai... La beauté d'Engel Walkers, c'est un vrai réseau planétaire puissant, mais on n'est pas dans le bling-bling. On n'est pas, comme j'aime à dire, on n'est pas une Lamborghini mauve. Là. Non. On est un réseau plus racinaire, Rolls-Royce. plus discret. Puis même Rolls-Royce, je dirais plus... une Aston Martin gris. Aston Martin. mais c'est ça aussi. Ou faire les analogies aussi, mettons, d'un Mercedes. Mercedes, c'est majoritairement un brand haut de gamme, mais c'est sûr que ce qui vient de nos réseaux naturels, famille et tout ça, où je vais donner l'exemple, si on a quelqu'un qui a une maison de 10 millions d'euros à Paris, puis qui envoie un de ses enfants étudier à Montréal... J'ai un condo à 500 000. C'est ça, il ne va pas y acheter une maison sur la montagne à 5 millions. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent. Ils vont acheter justement un condo et tout ça. Donc, nous, on va servir le fils d'un de nos clients à Paris, ici, dans un choix logique. Fait que on est plus dans une planification immobilière. Je trouve que c'est quelque chose qui n'existe pas encore. On a des conseillers, on a des conseillers financiers qui planifient tous nos placements et tout ça, mais en immobilier, c'est moins commun. Fait que nous, de gérer le parc immobilier de nos clients à long terme, les transferts successoraux et tout ça, donc on est plus dans la relation à très long terme. Malheureusement, je trouve qu'en ce moment, les agences immobilières, il y a beaucoup, on vit ce que beaucoup d'industries vivent, on est dans le mode start-up, là. Fait qu'il y a beaucoup de nouveaux brands qui sont là, mais avec des exit plans à court terme. Donc, c'est flipper des choses. On a des compétiteurs, écoute, qui ont changé de fonds d'investissement des 3 fois en 6 ans. C'est dur d'avoir des visions à long terme quand ton partenaire principal change aussi souvent. La beauté, Engel Walkers, on existe depuis 1977. On a encore les 2 familles fondatrices sont encore actionnaires dans la compagnie. Évidemment, pour le plan de développement international, maintenant, on a un partenaire londonien, Permira, qui est valorisé à 44 milliards, qui possède, entre autres, Hugo Boss et des grandes marques de luxe. Et ils ont un autre volet. Ça, c'est l'investisseur principal. L'investisseur principal, maintenant, dans Engel Walkers. Mais aussi, ils sont très investis dans tout ce qui est AI, nouvelles technologies. Donc, à chaque fois qu'ils sont actionnaires majoritaires dans une technologie et que cette technologie-là est utile à Engel Walkers, on vient l'intégrer dans nos systèmes sans frais. Donc, eux se disent, plus on donne des outils performants aux courtiers, plus ils vont vendre, plus notre investissement, on va avoir un retour sur notre investissement. Mais c'est vraiment une vision à long terme et c'est un fonds d'investissement qui est non interventionniste. Là. On a vraiment toujours du management de qualité. Et ce n'est pas des fonds qui sont juste... Parce qu'il y a beaucoup de fonds là, qui sont là pour milquer certaines agences et tout ça. Il y a des gens qui ne le savent pas, mais il y a des fonds qui possèdent 5-6 agences différentes au Québec. Fait que c'est drôle d'avoir un investisseur qui possède différentes agences avec des missions complètement différentes puis des créneaux complètement différents. Comment dire, c'est un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, c'est ça. Et c'est ça. Donc, nous, on en a un partenaire qui est dans notre créneau, qui est utile. Et c'est en même temps aussi, c'était, je vous dirais, peut-être sur la planète, le dernier marché dans lequel on n'était pas aussi fort que les autres pays européens. Donc, là, à Londres, là, on voit une grosse différence dans l'apport de références, de leads majeurs qu'on reçoit en provenance de Justement, parlant de ça, tu parlais de ban, tu parlais dans le fond pas de ban, mais de référencement de d'autres pays. Oui. Là, le ban au Canada fait en sorte que c'est plus trop possible en ce moment. Comment tu le vois là, depuis que c'est arrivé, cette ban-là? Bien, évidemment, quand on a reçu l'annonce, ça a été un peu improvisé. C'était une promesse électorale du gouvernement libéral. Donc, je pense qu'ils l'ont un peu rushé. On était à 2 semaines d'avis, puis il n'y avait pas de nuances, pas de détails. Je pense qu'ils se sont ajustés aussi aux premières interventions juridiques. Là, et tout ça, il fait des ajustements.
En même temps, quand on dit 2 ans, quelqu'un qui vient s'installer à long terme au Québec, 2 ans, c'est pas très long. Fait que si tu arrives 1 an plus tard, tu commences à magasiner, tu te mets un acte notarié un peu plus tard, mais là, c'est quand ils ont annoncé qu'ils allaient le reconduire. Là, c'est Euh, rendu 3 ans? 2 ans supplémentaires. 2 ans supplémentaires, là. Fait C'est 2 que ans c'est ça, supplémentaires. c'est 4 ans, là. Et là, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir des nuances, plus d'exceptions? Et là, la question, quelqu'un à l'international qui se dit j'en avais pour 2 ans, mais là, on parle de 4 ans, est-ce que ça va être encore reconduit, encore reconduit? Ouais, c'est ça, 8 ans, 10 ans. Bien, ça crée, puis c'est un mouvement. Pendant ce temps-là, les Américains, il y a pas tu peux investir aux États-Unis sans retenue, Portugal, partout dans le monde, Dubaï, tout ça, tout le monde met des incitatifs pour attirer les investissements étrangers. Puis là, nous, au Canada, on fait le mouvement inverse. Le problème, c'est que, puis on voyage évidemment avec Engel Walkers, je parle avec des conseillers Engel Walkers partout dans le monde. La perception de l'international, c'est qu'on est fermé sur les étrangers. Il y a même malheureusement une certaine perception, même un peu raciste dans ces mesures-là. Ouais, Inconsciente peut-être. Ouais. Mais c'est un brand, hein? Le Canada, le Québec, c'est un brand. Quand tu arrives à l'international puis que tu annonces on ne veut pas d'étrangers, eux, c'est tout ce qu'ils comprennent et ce qu'ils lisent. Ils n'ont pas 250 articles dans leurs journaux locaux pour expliquer toute la nuance et l'explication. Sur le bulle immobilier, sur le coût du logement et tout ça. Donc, nous, on a les nuances localement, mais à l'international, ils ne l'ont pas. Moi, j'étais justement récemment avec la Gazette, la presse, le Journal des Affaires sur le sujet. À un moment donné, moi, je suis un investisseur, j'ai une grosse compagnie internationale, je me cherche un siège social nord-américain. Et là, mes cadres vont arriver au Québec, puis pendant 4 ans, ils ne peuvent pas acheter, ils sont forcés de louer. Moi, jamais que je vais acheter à Paris si tu m'imposes la location. Je vais avoir mes options. Peut-être que je vais louer, mais je veux pas que tu m'imposes quoi que ce soit. Moi, il faudrait que quelqu'un m'explique en quoi qu'un milliardaire qui se fait refuser l'achat d'une maison de 10 millions à Westmount, du nouvel argent qui rentre dans notre économie, en quoi ça vient libérer d'une quelconque façon du logement abordable. Et ça, c'est comme on règle des problèmes à la dynamite. On aurait pu être tellement plus sniper puis faire des mesures. Oui, c'est vrai qu'il y avait des acheteurs, mettons, internationaux à Vancouver qui achetaient, puis des logements qui étaient vides la nuit, noirs, qui n'étaient pas en location. Impose de la location, met des pénalités sur le locatif, met une période de rétention obligatoire minimale, augmente le taux d'imposition, d'autres règles. Mais là, de faire un ban pan-canadien aussi large, en même temps, ce qui est arrivé, il n'y a pas de ban sur l'investissement commercial, le multilogement, les plus gros multilogements. Donc, là, les investissements ont changé. Le villégiature, plusieurs villes en villégiature ne sont pas touchées par le ban. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que la personne qui allait acheter, par exemple, sa maison en premier à Montréal et dans 5 ans, la résidence secondaire, là, des fois, ils vont acheter la résidence secondaire en premier, se mettre en location. Après, ils vont se prendre un pied à terre, ils vont se prendre un petit logement ici à Montréal. Fait que là, on enlève un logement. Fait que, oui, on empêche, l'acheteur une certaine pression sur l'achat, mais c'est ça. Nous, chez Engel Walkers, c'est de l'achat haut de gamme. On ne libère pas un logement de 350 000 pour le premier acheteur. Fait que, je trouve qu'il y a moyen de mettre des nuances. J'espère que le gouvernement va prendre le temps, prendre les commentaires et mettre beaucoup plus d'exemptions, de nuances pour empêcher justement qu'on vienne affecter notre brand canadien, québécois et montréalais. Oui. Tu parlais de McGill tantôt. Explique-moi non, McGill, dans le fond, tu as parti ça il y a 10 ans avant Engel Walkers. Exactement. Puis dans ta mentalité, quand tu as parti McGill, dans le fond, tu visais principalement le neuf. Là, aujourd'hui, McGill, je pense que c'est 50% à peu près, 40-50% de tout ce qui est projet neuf à Montréal. Explique-moi donc de où que c'est c'est parti. Ça, McGill, moi, Debbie, ma conjointe, est associée. Ouais. Mais Debbie était petite promoteur. Là. Quand on s'est rencontrés, elle avait un associé, puis c'était le temps classique là, sur le plateau, là, les duplex rénovés en cottage, des choses comme ça, les triplex convertis en condos et tout ça. Elle était déjà petite promoteur et tout ça. Debbie avait fait sa licence. On voulait avoir des enfants. J'ai fait ma licence, pas nécessairement pour travailler dans le domaine, c'était plus pour être en support à Debbie le jour qu'on allait avoir des enfants, tout ça. Donc, mais c'est ce qui est arrivé. J'ai travaillé dans une compagnie et un des propriétaires était copropriétaire de Développement McGill, qui est un petit promoteur, petit à l'époque, petit promoteur immobilier. Alors, on a commencé, Debbie a commencé à vendre ces projets-là. Je m'y suis joint à Debbie, on a commencé à vendre les projets ensemble et on a eu des beaux succès. Là, nos vélocités de vente étaient vraiment exceptionnelles.
Et là, la demande, vu que nos compétiteurs voyaient ce qu'on faisait, pouvaient vous vendre nos projets. Et là, McGill, Ça grossit, ça là. grossit. On a roulé sous un autre nom pendant environ 3 ans. C'était quoi le Et nom? Gros Lot et Dr. Chic, on avait été Toi, très là, OK, c'est originaux. vraiment... Exactement, les noms de famille. On trouvait que ça faisait cabinet d'architecte en même Ouais, temps. c'est Là, ça. c'était le... Nom et c'est ça. belge, puis C'est Gros ça, Lot, il y avait quelque chose c'est... d'international, puis il y avait quelque chose de Gros Lot, local. c'est... Ben, étrangement, Gros Lot, ça vient de la Vendée en France. Mais c'est sûr que ça sonne très québécois comme nom, Ouais. mais originalement, le nom vient de la Vendée en France. OK. Ça veut dire corbeau en slang de la Vendée. Patrice Le Corbeau. Oui, mais c'est ça. Fait qu'on avait justement, ton calcul est bon, c'est exactement la raison. On avait un nom local, le nom qui faisait un petit peu plus international. Et après 3 ans, on avait fait faire une étude sur les noms, les marques qui étaient les plus puissantes au Québec. À l'époque, il y avait Bombardier, qui était un nom très, très fort. L'Université McGill, C'était qui est exactement très, ça. très haut de gamme. Tu sais, tout le monde le sait, tu vas à l'Université McGill. Il y avait McGill, c'est Santé beaucoup de McGill, il y médecine. avait tout Ouais, c'est McGill ça. et Développement McGill, qui était notre Développement premier McGill. client. Nos bureaux étaient sur la rue McGill et tout ça. Donc, le nom est comme venu naturellement, c'est ça. C'est un nom à Montréal qui avait une certaine puissance. Moi, pendant des années, les gens pensaient que c'était mon grand-père qui avait fondé McGill Immobilier. Mais c'est ça. Et là, ça a monté. Pour monter, le plus haut, là, on a atteint un 73% des projets immobiliers là, d'envergure attitrés à des agences immobilières. Et là, quand je dis les projets d'envergure, c'est les projets qui sont répertoriés là, par Groupe Altus, qui est une firme d'analyse de data là, majeure dans le domaine. C'est ça. On a une très, très, très grosse part de marché. On a des vélocités vraiment exceptionnelles. Là. J'avais déjà tombé sur des études indépendantes où est-ce qu'on disait que pour vendre, ça prenait, mettons, 60 leads pour une vente dans la grande région de Montréal. Dans le core, on était en 32 pour 1. Puis McGill, cette année-là, je pense qu'on était à 1,7. C'était 7 leads pour une vente. 7 livres pour une vente. Fait qu'on avait des taux de vélocité. On devenait un peu comme une police d'assurance pour les promoteurs. La phrase qu'on entendait souvent, si McGill ne peut pas vendre ça, personne ne va vendre ça. En même temps, il ne peut pas faire de miracle non plus. Là. Les projets ne peuvent pas être n'importe quel prix. Ça prend des projets de qualité, des bons promoteurs. Il y a quand même des limites à ce qu'un bon vendeur peut faire. Mais dans les conditions normales, on va avoir les vélocités optimales. Et ça, Puis là, mettons, parlant de vélocité, tu sais, là, on le voit un petit peu dans le neuf. Les projets neufs sont un petit peu au ralenti. Mais là, je pense que ça revient tranquillement, ça revient avec les taux d'intérêt qui descendent. C'était comment avant puis aujourd'hui, la c'est différence? ça. Ta lecture est très bonne. Ouais. Le projet reparle. Le problème, c'est que on a connu 2 années records durant le COVID. T'sais, pendant qu'on entendait la SCHL puis différentes banques prévoir un hécatombe en immobilier, dans le neuf et tout ça, nous, on avait une lecture complètement différente. Ouais, Mais des fois, les gens disaient comment tu as vu venir ça? Quand tu as 73% de part de marché, ça veut dire que moi, j'ai 73% environ des gens, et plus, des gens qui s'inscrivent aussi dans les différents projets. Fait que moi, j'attends pas, mettons, un rapport de la SCHL dans 6 mois, dans 1 an, je l'ai en live. Moi, si à chaque jour... tu le vis sur le terrain, là. Si à chaque jour, j'ai 500 personnes qui s'inscrivent sur mes différents projets, et que là, la semaine d'après, j'en ai 1000... Bien, je le sais qu'il se passe quelque chose. Si ça tombe à 100, je sais qu'il se passe quelque chose de négatif. Tu l'as live. Je l'ai live. Je l'ai rapidement. Fait qu'à un moment donné, on était juste avant le COVID et là, on avait 45 000 acheteurs inscrits. Mais il n'y a personne qui s'inscrive sur un site d'agence immobilière spécialisé en projet s'il n'y a pas un intérêt d'achat. Personne ne va me donner son cellulaire, son courriel. Moi, je ne vais pas dans un concessionnaire automobile donner mon cellulaire, mon courriel, si je ne veux pas m'acheter une voiture. Parce que c'est évident qu'il y a un vendeur de projet qui va me solliciter, qui va m'envoyer de l'information, que je vais recevoir des propositions pour des lancements de projets, des promotions, tout ça. Donc, 45 000 acheteurs prêts à acheter. Et là, on a eu des années COVID exceptionnelles, records. Là, quand il y a eu, évidemment, les hausses, là, les gens ne savaient pas où ça allait s'arrêter. Et c'était tellement rapide que l'absorption mentalement de ces nouvelles-là, c'était trop rapide. Fait que le délai d'absorption mentale a été rallongé. Et là, on est passé de nos années records à l'année la plus tranquille en 20 ans. Mais là, quand on dit tranquille, là, baissé de 80 l'industrie en général. Il n'y a rien qui se vendait là, dans le neuf, rien. 90% plus bas l'année 2023, mais c'était une pause. Ouais. Il n'y a pas énormément de promoteurs. Tout le monde s'est mis en pause, tout le monde s'est mis en attente, les projets planifiés, tout le monde s'est mis en pause.
Là, cette année, on arrive au mois de mars, on a vendu plus au mois de mars que le premier trimestre de l'année dernière. Là, on est 3 fois plus rapide. On remonte. Et nous, notre estimé, c'était septembre où est-ce qu'on retournait dans une certaine normalité. Parce que Ouais. quand on se remet à on, oui, les projets existants, déjà en vente, ça va. Mais un nouveau projet, tu ne pars pas ça en 24 heures. Là. Il y a une planification, il y a un délai minimal, il y a une technique de vente pour vendre un projet. Fait que quand on voit que tout devient au vert, positif, bien, la répercussion ne sera pas instantanée dans les nouveaux projets. Ça va être plus justement cet automne. Mais on retourne, et c'est une mathématique normale. Tu sais, j'ai fait des conférences avec la SCHL, avec des jardins. L'offre et la demande, oubliez ça, là. L'offre ne pourra jamais suivre d'ici 2030, c'est impossible. Et moi, je Toi, le dis. moi, j'ai ma petite mentalité là, d'offre et demande, de quand est-ce que ça va repartir, mais toi, tu es dedans. Tu Ah, vois, les projets, on en a la pour... demande, c'est impossible de satisfaire à la demande d'ici 2030. Et moi, je le dis, je l'entends, je le vois déjà. Je pense qu'on va commencer à parler de 2040. C'est ça. Hein? Euh, Moi, j'avais en tête, là, d'après moi, on en a pour un minimum 15 ans. Mais il n'y a pas de solution. Puis, faut vraiment avoir des lunettes roses pour penser qu'il n'y a pas de solution magique. Des œillères. On s'en va. Fait que c'est un principe de base économique. Là, c'est offre-demande. Puis malheureusement, historiquement, quand on essaie de manipuler les forces économiques de base, souvent on vient qu'à nuire plutôt qu'à aider. On sent que, je le sais, je le comprends, certains politiciens, l'intention est sincère, mais à un moment donné, tu viens souvent, en prenant des décisions, tu viens nuire à l'équilibre. Tu sais, c'est toujours, moi j'entends qu'on va imposer aux promoteurs nos règles, c'est de ne pas comprendre c'est quoi un promoteur. Un promoteur, c'est pas son argent, là. Un promoteur, c'est un chef d'orchestre. C'est quelqu'un, nous, on va souvent être là à l'acquisition du terrain. Qu'est-ce qu'on fait avec ce terrain-là? C'est quoi les études de faisabilité, rentabilité? Comment qu'on va l'optimiser? Et là, ensuite, les architectes, les urbanistes, on va chercher des investisseurs en prêt mezzanine pendant la période plus à risque, avant le financement de construction, qui là va être plus de banque à charte traditionnelle. Mais les investisseurs qui sont là, c'est des investisseurs qui investissent dans plein de domaines. Si la rentabilité ou le risque est trop important, ils se retirent, ils ne sont pas là. Fait que quand une ville ou un gouvernement impose trop de choses, il n'y a juste plus d'investisseurs. S'il n'y a pas de rendement, il n'y a pas d'investisseurs. S'il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de projet. Fait que tu ne peux pas imposer ce que tu veux. Blue Bonnet, c'était exceptionnel. Quand on arrive et on met des conditions, combien de promoteurs ont soumissionné sur Blue Bonnet? Zéro. Aucun. C'était le message le plus clair de l'histoire récente de l'immobilier. Tu ne peux pas imposer ce que tu veux et tu as besoin de l'entreprise privée. Ça ne peut pas être gouvernemental. On n'est pas dans un pays communiste. Tu ne peux pas... Tu as besoin des particuliers, tu as besoin d'investisseurs privés, tu as besoin des investisseurs institutionnels. C'est une nécessité. Ça prend tout le monde à la table pour arriver. Les promoteurs, ils gèlent des millions dans des projets, que tu as des attentes de permis, ça prend 3 ans à recevoir des permis, ça n'a pas de sens. Effectivement. Toronto réussit à le faire, Vancouver réussit à le faire, mais pas Montréal. C'est quoi la Pourquoi? différence? Mettons, je donne un exemple. Tu pars un projet à Toronto comparé à ici, dans les délais, tu dirais? Parce que là, tu viens d'ouvrir Engel Invoker à Toronto. Je dirais les délais. C'est sûr que c'est au moins 2 fois plus rapide. Là. 2 fois plus rapide à Toronto. Complètement. Et il y a une mentalité différente. À Toronto, Vancouver, ils sont là pour aider les promoteurs. Ils travaillent main dans la main, ensemble. Ils ont le même objectif. Ici, on est encore dans la confrontation. C'est comme personne ne veut t'aider. Les villes n'y aident pas. Mais il faut faire attention. Ouais. Les départements d'urbanisme, il y a des excellents architectes à la ville, des urbanistes. On a de la qualité là, dans les arrondissements, les villes. Il y a des gens exceptionnels. On a une qualité de travailleurs. C'est souvent le layer en haut. Il y a des games politiques qui jouent. Et là, il y a plein de monde, plein d'intentionnés, puis qui se font toujours bloquer. Fait que le layer du milieu et en bas est bien intentionné, est travaillant, veut faire avancer les choses, le promoteur, les gens. Puis il y a une espèce de game entre les deux et des gens qui ne comprennent pas. Le gars qui a étudié, qui a fait sa maîtrise dans le domaine, lui, il comprend les forces économiques. Là. Il sait ce qu'il doit faire, il sait comment avancer, il a des idées. Il se fait tenir la main. Et là, ouais. la personne, le politicien, si tu n'es pas un urbaniste de formation ou tu ne viens pas du domaine, pourquoi c'est toi qui prends la décision d'un domaine que tu ne connais pas? Fais confiance à ton monde qui travaille à la ville, là, qui en ont des idées, qui en ont des solutions. Et à un moment donné aussi, il va falloir arrêter de faire ça sur des cycles d'élections. Tu ne peux pas planifier une ville, une province à coup de 4 ans. Parce que là, c'est le festival
L'opposition arrive, prendre le pouvoir, on défait ce que l'autre a fait juste pour, Ouais, à chaque fois, pour le nuire. à chaque fois, c'est à Non, refaire. on Là. n'avance pas comme Non. société. Pourquoi qu'on ne fait pas un plan de 10 ans, 20 ans, 50 ans, avec tous des spécialistes du domaine, puis tout le monde. Et là, le prochain gouvernement qui arrive au pouvoir, on continue le plan et on dose. Qu'on arrête de juste prendre des décisions pour qu'est-ce qui va être meilleur pour les votes, qu'est-ce qui est le meilleur pour la société globalement. Pour un tout. En même temps aussi, il faut faire attention. On paye déjà des impôts à des niveaux stratosphériques par rapport à ce qui se paye sur la planète. Il parle Mais c'est d'augmenter. correct. Il parle d'augmenter pour les riches. Mais c'est correct. Et là, Ouais. Mais là, on a des milliardaires qui veulent, des millionnaires qui veulent s'établir au Québec, payer ces impôts-là, qui veulent payer des taxes d'achat dans les plus élevées de la planète. On leur dit non, vous allez vous mettre en location. Non, on ne vous veut pas ici. C'est un message étrange. Tu sais, notre pyramide, le principe économique québécois, c'est une pyramide. Tu sais, la layer en bas feed en haut, et là, les gens prennent leur retraite, puis là, les programmes sociaux et tout ça, on feed la femme. Mais là, c'est en train de devenir un losange. Là. On manque de monde en bas là, pour feeder tout ça. Les naissances ne suffisent pas. Là. On a besoin d'une nouvelle vague migratoire. Mais il n'y a personne aujourd'hui qui se doute de l'apport exceptionnel, mettons, du flot d'immigrantes. Il y a plusieurs années, des Irlandais d'abord. Après ça, mettons, les Portugais, les Grecs, les Italiens, tout ça. Je veux dire, à un moment donné, c'est des gens, c'est Montréal, c'est les Québécois, c'est ça, les Canadiens. Là, il y a une nouvelle vague, il y a des nouvelles destinations, la communauté asiatique, indienne et tout ça. C'est juste un nouveau cycle de pays différents qui cherchent des nouvelles opportunités. Mais on a une qualité en plus d'immigrants au Canada qui est exceptionnelle, ils sont très qualifiés, ils arrivent souvent avec énormément de capitaux. Mais non, nous, on envoie le message qu'on n'est pas vraiment intéressé. On n'est pas contre le français parce qu'on peut aller chercher justement tout comme on disait tantôt, la Belgique, la Suisse, la France, le Maghreb francophone, l'Afrique. On peut choisir une immigration francophone, mais laissons ces gens-là venir, contribuer à la société, aider à payer pour nos parents, nos grands-parents, parce qu'à un moment donné, ça coûte cher, là, ce qui se passe au Québec, puis le vieillissement de la population. Il y a quelqu'un qui va devoir éventuellement payer, puis ça va être nous. Mais à un moment donné, ça ne suffira pas. Là. Puis là, c'est rough aussi, tu sais, avec les prix de loyer qui augmentent, ben, cette immigration-là arrive, ils ne sont pas capables de se trouver un loyer. Les enfants, les jeunes à l'université ont de la misère à se trouver des loyers parce qu'il n'y a pas assez d'offres. En même temps, c'est ça, il y a des études, Ouais. on est dans un cycle, il y a une illusion quand même sur la difficulté du coût de la vie au Québec. Mais c'est quand même, on est dans une période d'abordabilité historique. Là. C'est quand on se compare en dollars d'aujourd'hui, tout ça, je veux dire, quand même au Québec, on est capable de... Quelqu'un qui veut devenir médecin, qui est capable de passer à travers le cycle scolaire, c'est faisable. Les études ont un coût, somme toute, raisonnable. Quelqu'un qui veut réussir au Québec, il y a beaucoup d'opportunités là, au Québec. On peut réussir et il n'y a pas une notion de classe sociale comme aux États-Unis, Ivy League, des choses comme ça. Ouais, les universités sont extrêmement chères. Là, mais il y a une notion il y a une notion, c'est sûr, en ce moment, ceux qui écopent beaucoup, c'est quand même le premier acheteur. Mais le côté positif, tu as les baby boomers qui sont pour plusieurs, dans une grande proportion, propriétaires de leur maison, c'est souvent payé. Eux, on vient de les sauver au niveau de la retraite. Là. Eux, ils arrivent justement, ils vendent de l'immobilier à un prix maximum, ils prennent cet argent-là, là, ils en ont assez, ils en ont assez jusqu'à 120 ans. Là. Si l'immobilier avait crashé, puis on était, puis un baby boomer qui vend sa maison, au lieu de la vendre, mettons, à 500 000, qui l'aurait vendue à 200 000 avec un coût de la vie qui a explosé, c'est une charge sociale dans 10 ans parce qu'il aurait pu être capable de s'autosuffire avec le revenu. Fait que, oui, il y a un côté négatif pour le premier acheteur, mais quelque chose d'excessivement positif pour le baby boomer. Il y a toujours un gagnant. Il y a un perdant, mais il y a toujours un gagnant dans l'équation. Et dans ce cas-ci, au Québec, notre population est vieillissante. Fait que notre population principale, elle est gagnante. Fait que faut faire attention de toujours voir juste le négatif. Il y a eu du positif. On a enrichi nos baby boomers, puis ils vont avoir des retraites plus confortables. Ils ne seront pas, en guillemets, un fardeau financier avec des très gros guillemets pour la société ou ce qu'on va devoir payer pour tout. Mais c'est ça, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée, on a besoin d'immigrants, on a besoin d'investisseurs. Combien il y a d'entreprises qui n'ont pas de repreneurs, qui n'ont pas de relève et tout ça? Là, on a des gens, il y avait des programmes d'investisseurs, des citoyennetés accélérées pour grands investisseurs. Mais si on veut que nos entreprises ne ferment pas puis qu'on ait des repreneurs... Il y a beaucoup d'entreprises à racheter pour... C'est exceptionnel. Ouais, c'est à peu près le plus haut niveau de... Il n'y a pas de relève et tout ça. C'est dans les plus hauts niveaux de l'histoire du Québec. Mais c'est ça, si on n'a pas de repreneurs locaux, pourquoi qu'on se ferme à des repreneurs internationaux? C'est ça. Là. Il y a une perception, je pense, de l'investisseur, de l'acheteur étranger qu'on doit changer.
C'est des alliés, là, c'est pas, Ouais. mais c'est ça, ça reste populiste pour une certaine part de la population, c'est populaire au niveau du vote. Il y a un certain message qui achète certains votes, mais c'est ça, faut comprendre qu'au Québec, ce qui tire tous nos programmes sociaux, tu sais, l'économie, l'économie, c'est la locomotive de tête, c'est qui tire le train là, des programmes sociaux. Là, si tu n'as pas une économie forte, pas capable de payer. Malheureusement, on n'est pas assis sur du pétrole et tout ça. L'hydroélectricité, ça va et tout ça, mais on doit avoir une économie forte pour être capable de subventionner tout ce qu'on a à subventionner. Ça coûte cher. Le territoire est immense. On est éparpillé. Puis on ne peut pas comparer Montréal avec Copenhague. Moi, quand j'entends ça, ça me fait... C'est pas des villes équivalentes, là. C'est pas le même gabarit. Là, on parle... C'est pas la même histoire non plus, là. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. C'est des anciennes royautés qui, avant de se faire guillotiner, qui ont donné de l'argent à la population. Il y a la plus grosse compagnie c'est la plus grosse compagnie maritime au monde et tout ça. Ils ont de l'argent de 8e transfert entre familles. Là, exactement. C'est du gros les money. enfants reçoivent la maison qui était payée par l'arrière-grand-père. Tout ça. On va arriver là au Québec. Là, c'est le plus grand transfert de richesse entre générations parce qu'évidemment, moi, ma mère vient d'une famille de 14 enfants. Je peux 14 dire, enfants? Ben, quand tu arrives avec un héritage divisé par 14, il en reste beaucoup moins. Mais si nous, aujourd'hui, on a 1, 2 ou 3 enfants, mais là, il y a un patrimoine qui va être plus intéressant. Tout ça. Donc, c'est le plus gros transfert intergénérationnel de l'histoire et tout ça. Donc, il y a des choses positives qui se passent au Québec. Il faut arrêter le côté, la négativité, mais c'est sûr qu'au niveau de l'offre et la demande, l'offre ne suivra pas. Là. C'est ça, enlevez-vous ça de la tête. Et tout ce qu'on fait, les programmes de logement subventionnés, les voyages en Europe et tout ça de politiciens, c'est très bien d'aller s'inspirer, mais quand tu penses que le premier s'est fait, mettons, en 1950, c'est des planifications pas sur 4 ans, là, comme je disais tantôt, c'est sur 10 ans, 25 ans, 50 ans pour régler des problèmes. Tu peux pas régler ça, ces problèmes, en moins de 10 ans. Là. C'est utopique de penser ça. Là. Fait que toi, dans le fond, l'immobilier neuf, le projet neuf, sur une terme de 5 ans, 10 ans, tu penses qu'on a besoin des investisseurs étrangers? Tu as besoin qu'on a besoin? Bien, pas investisseurs étrangers. On a de l'argent localement. Nous, en mézzanine, les prêts à risque, là, ceux qui sont là au départ des projets, pour la plupart, c'est les 200 grandes familles du Québec là, qui rentrent en proportions différentes. Il y a quand même de l'argent au Québec. Là, il y a des histoires à succès, on en a des belles entreprises et tout ça. Mais c'est pour prendre... Il y en a une panoplie, là, tout ce qui est la famille Bombardier-Baudouin et tout ça, mais les poulains des Baymax dans la Beauce, des histoires à succès, le groupe Germain, écoute, c'est à l'infini, la qualité entrepreneuriale au Québec. Fait que non, si on a quand même l'argent localement, on en a. Mais c'est plus pour les technologies, je veux dire, faut pas se fermer. Tu veux les capitaux étrangers, tu veux que les sièges sociaux nord-américains viennent s'établir à Montréal et tout ça. Faut mettre le moins de barrières possible. Puis là, on ne parle pas de subventions et tout ça. Là. C'est pas, c'est vraiment juste d'envoyer de ne pas envoyer des mauvais messages de fermeture. Parce que là, on compétitionne, c'est planétaire, là, le mouvement de la main-d'œuvre, c'est planétaire. Et surtout en Amérique, on se bat contre d'autres grandes villes, comme même au Canada, on se bat contre Toronto, Vancouver, des Seattle aux États-Unis, tout ça, Dallas. Fait qu'à un moment donné, il faut être attractif. Tu parlais, pour changer de sujet, tu parlais dans le fond d'héritage d'enfants. Oui. Tu as des enfants? Oui, j'en ai 3. Tu as 3 enfants? Oui. Ouais. Comment c'est de jongler McGill, Engel Invoker, 3 enfants? Je pense qu'ils font beaucoup de sport, tes enfants aussi. Oui, c'est ça. C'est nos moments one-on-one. Là. C'est quand on va voir... justement, là, j'ai un tournoi en Ontario de soccer ce week-end. Mais c'est ça, l'affaire, l'entrepreneuriat est comme le courtier. Le courtier aussi, hein, c'est un entrepreneur. Les gens ne réalisent pas. Là, c'est une petite PME et tout ça. Donc, moi, quand je vais voir une game de soccer de mon garçon, il embarque sur le jeu, je ferme le laptop. Quand il sort du jeu, j'ouvre le laptop. Là, je travaille pendant son match. Là. C'est nécessaire. En ce moment, je dois rouler à 500 courriels entrant-sortant combinés par jour. C'est ça, là, rouler une agence de haut niveau qui performe. C'est la même chose chez un courtier. Là. Un courtier dans l'imaginaire populaire, là, c'est pas du 9 à 5 du lundi au vendredi. Là. Je le sais, je sais ton horaire. Je sais ce que tu fais. Là. 7 sur 7, du 9 à 9, du lundi au dimanche. Il n'y a aucun scénario où tu es un courtier ou une agence à succès si tu travailles 9 à 5 du lundi au vendredi. Impossible. Ça n'existe pas. Malheureusement,
la population a cette perception-là. Tu sais, on avait sorti les chiffres, on avait pris les chiffres de Statistique Canada. Tu sais, la moyenne d'un courtier immobilier, c'était autour, on va l'arrondir à un chiffre facile, de 65 000. La médiane est à 45 brut. Parce qu'un courtier immobilier, c'est une petite entreprise. Là. Il y a du marketing, il y a des licences, des formations obligatoires et tout ça. Là, t'enlèves. Tu sais, le salaire moyen québécois, c'est souvent un salaire. Il n'y a pas de déduction à faire pour... Puis ça va vite. Ça va vraiment vite. Moi, j'ai un adjoint, j'ai un bureau, juste ça. J'enlève tous mes frais, ça monte vite. Là. C'est ça, faut que ça roule. Là. Mais si quelqu'un est dans la médiane, c'est ça, à 45 000, puis que tu as 40 000 de frais fixes, il ne reste plus rien. Non. Fait que moi, c'est un peu ça. Ce que je trouve dommage, on était un petit peu les boucs émissaires en 2023 dans les médias. Il y a des gens qui ont fait des erreurs, comme dans plusieurs domaines, et qui méritaient ce qu'ils ont eu comme sentence ou quoi que ce soit. Et c'est tout à fait correct. Et je peux concevoir que la population a une certaine perception en lien avec ces événements-là. Malheureusement, j'ai trouvé qu'on a juste donné le micro à un côté, qu'on n'a pas, qu'on a moins interviewé nos associations ou des bons courtiers ou des courtiers éthiques et tout ça. Donc, à un moment donné, quand tu dis les courtiers font trop d'argent, c'est réellement si facile. Pourquoi les gens ne le font pas? Si c'est facile. Moi, mon père m'avait toujours dit, critique jamais le salaire de ton patron, prends sa place. Fait qu'à un moment donné, si c'est si facile d'être courtier immobilier, s'ils sont trop payés, faites-le. Inscrivez-vous. Les gens, ils ne voient pas, mettons, je vais me prendre moi comme exemple, ça fait 8 ans que je fais ça. C'est 5 ans à tout le temps être sur le bord de faire faillite, de savoir si j'ai une vente qui s'en vient, de me faire un nom, de prendre l'expérience pour approcher les gens, pour qu'ils me fassent assez confiance, pour, puis c'est facile là, de perdre un client dans l'immobilier. C'est facile, là, c'est des grosses transactions. Il y a beaucoup de courtiers. C'est facile que le client, après 3-4 ans, il vende sa maison. T'en vois là, à Outremont, à Westmount. T'en reçois des affiches t'en reçois combien de bannières différentes? Bien, c'est énorme. Mais l'affaire, c'est ça le problème. C'est que, mettons, on est 16 500 courtiers au Québec environ. On voit le top 100. On voit ceux qui ont le budget marketing. Eux sont très visibles. Mais c'est pas ça, l'industrie. Non. L'industrie, c'est absolument pas ça. Ceux que tu ne vois pas, c'est ceux qui n'ont pas le budget pour faire les campagnes marketing et tout ça. Fait que c'est facile de voir puis de penser que l'industrie, c'est tout ça. C'est pas ça. Non. Là, tu l'as bien dit, psychologiquement, être courtier, c'est difficile. Nous, chez Engel Walkers, McGill, on a nos systèmes on paie les psychologues, on paie tout. Je veux dire, c'est beaucoup plus dur que les gens pensent. La norme, nous, ce qu'on évalue, c'est que 50 % des courtiers qui commencent ne finissent pas l'année. Après 2 ans, 90 % des courtiers ne sont plus là. Pourquoi? Parce que c'est facile? Parce qu'il y a trop d'argent à faire facile? Oui, c'est trop d'argent. Non. Pourquoi qu'ils lâchent? L'année passée, on évalue qu'environ 20 % des courtiers au Québec n'ont fait aucune transaction. Mais ça, pas parce qu'ils sont des courtiers à temps partiel, ça n'existe plus. Les courtiers à temps partiel, là, la personne, les enfants ont quitté la maison, je vais m'amuser, m'occuper, en faire du... Ça n'existe plus. Aujourd'hui, il y a trop de formations obligatoires nécessaires qui sont très bien, mais il y a tellement d'exigences, il y a tellement de coûts que quelqu'un ne peut plus faire ça à temps partiel, faire juste 2-3 transactions. Tu es dans le négatif. Il n'y a que des courtiers à temps plein. Ceux qui ont fait 0 transaction, selon les estimés qu'on fait, c'est pas parce qu'il y avait un autre job. Là, ils se prennent un autre job parce qu'ils n'ont pas le choix pour être capable de payer ce qu'ils ont à payer. Mais c'est ça la réalité. Fait qu'à un moment donné, la population, tu tapes sur le méchant courtier, mais il n'y a pas vraiment quelqu'un qui sait exactement ce que c'est. Qu'on critique quelqu'un qui a fait une erreur majeure, comme ce qu'on a vu pour certains, 100% d'accord avec ça. Puis notre industrie a très bien réagi. Le nombre d'avocats qui ont fait des équivalences, des planificateurs financiers... mais dans tous les domaines, il y en a qui vont se planter. 100%. Là. En construction, mais je trouve en que médecine, nos associations... En médecine, il y en a qui se plantent. 100%. Ça fait partie de tout métier. Exactement, tu le dis bien. Combien de médecins ont été radiés, des choses comme ça? Mais notre association, je trouve qu'ils ont réagi très, très rapidement. Il y a eu des sanctions très sévères. Fait que la population le voit. Regardez, les gens qui font n'importe quoi ont des sanctions, des radiations, des suspensions et tout ça. Mais moi, j'aimerais ça aussi qu'on parle des bons courtiers, des bonnes agences. C'est un peu ça la mission qu'on s'est donnée là, chez Engel Walkers, donner nos lettres de noblesse aux courtiers. Moi, je dis, il n'y a pas nécessairement des mauvaises agences. Il y a des agences différentes pour des produits différents, des courtiers différents. Un courtier qui veut faire de la vente de condos neufs, McGill, c'est le paradis. C'est l'agence pour faire du condo neuf. Un promoteur qui a besoin de courtiers spécialisés en condo neuf, c'est McGill. De la même façon, nous, un client qui veut faire affaire avec un courtier spécialisé dans les domaines et les produits haut de gamme, c'est Engel. Un courtier qui veut viser ça, c'est Engel. Mais un courtier qui veut faire
le généraliste, entrée de gamme, dans des produits haut de gamme, qui est plus dans le volume, il y a d'autres agences pour ça, c'est correct. C'est chacun, et ça évolue. Tu sais, nous, on n'est pas une agence qui va prendre des courtiers, par exemple, qui sortent de l'école. C'est pas notre motto. On n'est pas structuré pour ça. On est plus dans une formation continue de gens qui ont déjà, par exemple, leur bac, qu'on appelle, mettons, leur bac de courtage terrain. Nous, on est plus dans le perfectionnement. Fait qu'on n'est pas encadré pour supporter un nouveau courtier qui commence, qui est dans sa jeunesse. Il y a d'autres agences qui sont mieux pour ça. C'est correct. Souvent, nous, c'est ça. Si le courtier va venir chez nous, il commence à avoir du haut de gamme, faire du secteur haut de gamme. Et là, on voit ce qu'il veut faire à moyen, long terme. Là, il s'en vient chez nous. Nous, on est là pour défoncer le plafond de verre, passer à la prochaine étape. Et on a eu des histoires à succès. On le sait, on arrive ensemble. On est allé aux États-Unis dans l'événement EVX de Engel. Tu as eu un ranking exceptionnel avec ta partenaire Sarah. C'est phénoménal ce que vous avez accompli en 2023. Top 10 en Amérique. C'est bien fier. Il y en a du monde. Il y en a des courtiers, puis il y en a des solides courtiers. Fait que d'avoir performé à ce niveau-là, et moi, je le sais, c'est quoi l'effort derrière ça. C'est exceptionnel. Mais c'est ça. Faut juste trouver la bonne agence au bon moment pour le type de produit. C'est ça. Nous, on est une des rares agences à être vraiment sélective. Je passe jusqu'à 20 entrevues par semaine, à remercier des courtiers. Ou il y a des courtiers aussi qui partent après des mois de discussion avec nous. Moi, on a des listes de courtiers, soit que les prix, la moyenne des prix est trop basse, parce que si on enlève les condos, notre moyenne est à plus que 1,2 million en unifamilial. Fait que c'est sûr que si on a un courtier que sa moyenne en unifamilial est à 350 000, mais là, on s'assoit ensemble, on a des coachs et tout ça. Essayons de trouver des façons, ou si la personne se dit « Patrice, moi, c'est ça le créneau dans lequel je suis bien, que je veux faire. » Parfait. Écoute, peut-être telle agence ou telle agence sera un meilleur fit pour ce créneau-là le jour que tu veux revenir dans le créneau plus haut de gamme, secteur haut de gamme. On se reparle. C'est de bien le faire. Il y a des gens, moi, on se parle des semaines, des mois d'avance, puis les gens vont partir dans certaines agences. Tu as déjà refusé des courtiers aussi, non? Ah oui, refusé. Tu as déjà refusé. Mais je pense que on ne dira pas de nom, mais je pense que tu as déjà refusé des courtiers qui avaient un excellent volume dans le haut de gamme, qui ne fitaient seulement pas par leur personnalité ou que c'était pas des bonnes... Il y a plusieurs raisons. C'est pas... C'est ça. Ou dépendamment d'autres raisons. Oui, exactement. Moi, on a beaucoup le modèle, un peu le modèle pyramidal là, dans l'industrie. Puis c'est nord-américain. Là, ça existe partout. Nous, on est moins friands de ce modèle-là. Du gros courtier très, très connu avec une déclinaison de courtiers. Puis là, pour arriver même à un étage que moi, j'appelle les courtiers plus minions. Ouvrir des portes. Ouvrir des portes. Des courtiers qui ne pourraient pas survivre sur une base individuelle dans l'industrie, que l'industrie les aurait éliminés naturellement, qui survivent en se faisant donner un peu des miettes là, par des structures comme ça. Mais c'est des modèles, c'est correct. Quelqu'un veut faire ça, il peut le faire, c'est 100% légal et tout ça. Mais à un moment donné, nous, on a pris la décision, ce n'est pas des modèles. On ne croit pas que c'est la structure optimale pour donner un service concierge aux clients. Puis à un moment donné aussi, il faut arrêter de s'appeler équipe quand on devient la définition même d'une agence immobilière. À un moment donné, si tu as ton propre bureau, ton compte en fidéicommis, que tu as un comptable, un avocat, un directeur d'agence, c'est pas ça une agence immobilière. Je ne sais pas comment ça... C'est quoi une agence? À un moment donné... Une équipe, c'est ça. C'est quand quelqu'un a trop de volume puis que pour logiquement servir adéquatement ses clients, prend un autre courtier de qualité, pas un mauvais courtier qui va sous-payer ou quoi que ce soit. C'est dur, c'est dur. Moi, je l'ai vécu avec Sarah, qui travaille avec moi, puis ça fait 2 ans qu'elle travaille avec moi, puis c'est difficile. Puis Sarah est excellente. J'ai rien à dire de mal là-dessus. Mais ça a été difficile pendant 2 ans. La coacher, elle me shadow, elle me suivi, elle m'écoutait parler, elle était vraiment tout le temps avec moi. Puis je vois des courtiers, des fois, partir à une équipe qui partent de 0 à 20 courtiers. Exact. Je suis comme, comment tu fais pour garder le même service? Je pense pas que c'est faisable parce que je l'ai vécu avec un. Fait que je peux comprendre. Mais ta lecture est excellente. C'est exactement le problème avec les structures collaboratives. Déjà là, la mathématique, c'est environ 90% des collaborations passent pas à travers une année. Mais je serais d'accord avec ce type de business-là si les 10 courtiers, mettons, je donne un exemple, étaient comme moi ou Sarah. Ça peut marcher. Mais l'affaire, c'est que c'est difficile d'avoir cette... Mais l'affaire, toi, tu es un bon exemple, c'est que Sarah, tu ne l'as pas engagée pour aller chercher plus de business. Tu l'as engagé pour gérer le trop de business que tu avais. C'est ça le problème souvent, c'est que
Les gens pensent engager d'autres courtiers Pour aller pour chercher, des marchés. pour aller C'est pas ça, pour la aller bonne à la calcul. pêche, ouais. Tu Souvent, engages c'est un ça. courtier quand tu n'arrives plus en nombre d'heures dans ta semaine, que tu veux continuer à donner la qualité de service à ton client et que là, à un moment donné, à gauche, à droite, ça prend quelqu'un qui va te dépanner, tout ça. Et souvent, ces courtiers-là, c'est des courtiers qui réussissent. Tu sais, nous, chez Engel Walkers, un courtier collaborateur, Sarah, demain matin, elle est seule, elle réussit. Oui, Elle, elle est rodée. elle aime 100%. travailler avec toi. Elle Ouais. aime la structure qu'elle a avec toi. Ouais. Mais elle n'a pas besoin pour réussir de la structure avec toi. Ça va très bien, ça fonctionne. Ouais. Elle prend la décision d'aller dans cette structure-là parce qu'elle veut le faire, mais ce n'est pas par obligation. Puis ça, c'est la nuance importante. Il y a beaucoup de courtiers dans des structures collaboratives qui sont obligés d'être dans des structures comme ça, que l'option solo est impossible. Ça ne serait pas viable. Un an plus tard, c'est la faillite et tout ça. Ouais. Le nombre de courtiers qui font faillite, d'agences et tout ça, c'est pire que ce que les gens pensent. Nous, chez Engel Walkers, là, c'est aussi, nos courtiers le savent. Nous, on dépense plus de 33 000 par année par courtier. C'est à peu près ce qu'il y a de plus haut dans l'industrie. Moi, je ne crois pas de ce qu'on m'a présenté. Puis ce 33 000 $-là, il va où, dans le fond? En marketing, on a un réseau de 14 boutiques immobilières, les avocats, les designers graphiques, les programmeurs et tout ça. Y a pas, je pense pas. Moi, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce qu'il y a des agences moins chères? Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils donnent? Tu sais, à un moment donné, il y a des agences que tu payes rien, mais tu n'as rien. C'est correct. Mais à un moment donné, on a un fort brand, on a des outils puissants, on a des ressources puissantes. On a une avocate à l'interne qui est exceptionnelle. Notre avocate, elle enseigne le cours de courtage commercial en anglais au Collège de l'immobilier. Elle enseigne le cours CANAF. C'est une ressource exclusive chez nous qui va être... Puis elle répond. Elle répond, elle donne un service de qualité. On a des directeurs d'agences qui ont été propriétaires d'agences, qui ont été dans plusieurs agences et tout ça. On offre un service, on génère des leads. Moi, je passe des gens d'entrevue quand je demande combien tu as reçu d'inscriptions de ton agence en 5 ans, 10 ans. Si quelqu'un me dit une, c'est déjà exceptionnel. La plupart des gens vont me dire zéro. Ouais. On génère des leads, on génère la business, on a des réseaux. Fait qu'à un moment donné, moi, je ne pars pas d'une agence, je vais dire un chiffre, je fais 50 000 pour venir chez Engel Walkers pour faire 50 000. Non, je viens chez Engel Walkers pour monter à 100, pour monter. Tu ne viens pas pour faire la même chose. Tu viens pour passer à une autre étape, pour changer quelque chose, venir chercher des ressources et tout ça. J'ai été courtier de revente, j'ai été courtier de projet. Je la connais, je sais c'est quoi la réalité du courtier. Moi, j'ai créé l'agence que j'aurais voulu avoir quand j'étais courtier. Évidemment, on n'est pas une OSBL, il faut que ça fasse du sens. Mais moi, c'est ça. On a la chance que notre source principale de revenus, c'est nos investissements familiaux en immobilier. Moi, je peux me permettre d'avoir un bureau à Québec qui va être déficitaire. Par exemple, Québec, c'est un bon exemple. On a acheté la première pharmacie Brunet, construite il y a 90 ans. C'est un bâtiment historique face à la marina, tout ça, qu'on a tout rénové. Mais on a 12 courtiers seulement pour Québec. C'est phénoménal. Nos stats à Québec Mais ils roulent à Québec. Là. Ça Québec. roule en malade. Anne Turcotte, c'est la courtière numéro 1 en 2023 dans la grande région de Québec. Elle a fini 10e, toute bannière confondue à travers la province au complet. Très fort. Pourtant, dans un marché où le prix moyen est déjà plus bas que Montréal. C'est dur là, d'aller dans le... Mais c'est exceptionnel. On fait la même chose à Tremblant. Tu sais, les cantons de l'Est, on a 3 bureaux dans les cantons de l'Est. On a seulement 12 courtiers aussi dans les cantons de l'Est. Mais je veux dire, mes compétiteurs ou les agences généralistes vont avoir souvent 40, 50 courtiers par bureau. On a un réseau de 14 bureaux pour 250 personnes, incluant du staff, incluant... Juste moi, je pense que j'ai le volume d'un de nos compétiteurs. C'est ça. À un moment donné, c'est ça. Il y a toujours la notion de perception, marketing et tout ça. Puis à un moment donné, après ça, il y a les chiffres. Il y a les faits. On ne peut pas faire autant de records de vente de tous les temps, d'avoir autant de courtiers qui rankent au sommet pour qu'il y ait quelque chose qu'on ne fasse pas comme disons. Je le répète, je retourne à ce qu'on a dit tantôt. Mon plus grand talent et le talent de Déby, c'est de choisir le bon monde. On a eu des gens qui ont doublé. Il y a des gens qui étaient des légendes. Je veux dire, un Martin Rouleau, pour moi, quand j'étais courtier actif, c'était mon idole. Ça fait combien de temps qu'il est dans le domaine? Martin, il était déjà, je dirais, une vingtaine d'années, 22 ans peut-être, Martin, j'imagine. Mais c'était un excellent courtier. Il était déjà bon, Martin. Martin est arrivé chez nous, il y avait environ 6 courtiers dans sa structure collaborative. On a coupé la structure avec lui d'environ la moitié, puis a doublé à sa première année. Martin était déjà fin, était déjà sympathique, était déjà compétent. Qu'est-ce qui a changé? Les ressources, les outils, le brand, la marque, les réseaux et tout ça. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné avec beaucoup de personnes. Ça a fonctionné avec toi et tout ça.
Rochelle aussi, je pense, était déjà connue ou Rochelle, ben, elle a fait différentes bannières et tout ça. Puis Rochelle aussi, là, Ouais. ça rank top 10 au Québec. Mais ça a des éthiques de travail. Tu sais. Rochelle, c'est fascinant. Là. Rochelle, tu as un rendez-vous avec Rochelle à 10h20, à 10h40. Ça commence à 10h20, ça finit à 10h40 parce qu'elle a Ouais. un horaire militaire, mais qui fait que tu fonctionnes comme ça. C'est une travaillante, elle est bonne, elle est compétente. Et ses courtiers avec qui elle collabore, ses courtiers exclusifs, ils sont exceptionnels. Mais en même temps, Martin aussi, ses courtiers sont excellents, mais Martin peut avoir jusqu'à 15 co-inscriptions avec d'autres courtiers Engel Volkers. À un moment donné, si dans sa structure collaborative, ce n'est pas le meilleur courtier pour prendre un mandat dans une ville X, il va prendre le meilleur courtier Engel Volkers là, il va team up avec lui. Fait que son client a confiance en lui, prend l'expert local. Fait que nous, on n'est pas dans une cannibalisation à l'interne, on est dans une collaboration parce qu'on n'est pas trop. Mais à un moment donné, si tu es un bureau, une agence immobilière, puis tu es dans un marché de 15 rues par 15 rues, puis il y a 400 courtiers dans ce bureau-là, c'est sûr qu'à un moment donné, on va commencer à se plier ses pieds. Là. Puis quand le directeur d'agence dit ici, tout le monde va faire 100 000 par année, c'est mathématiquement impossible. Là. Même s'ils avaient 100 du marché, il n'y a pas de la place pour 400 personnes. Mais c'est ça la beauté. Nous, on n'est pas encore assez. On a besoin de monde. Il y a des secteurs dans lesquels on n'est pas en démarchage actif, marketing et tout ça. On est combien chez Engel? Là, je dirais qu'on devrait, si on rajoute Outaouais, Tremblant, 150, je dirais peut-être. 150? 150. Comment ça, rajoute Tremblant? Non, mais c'est ça, parce que Tremblant, c'est pas nous qui gérons Tremblant. Oui, c'est ça. Si tu rajoutes, dans le fond, oui, c'est ça. C'est ça. Tremblant, c'est nous. L'idée est venue de Montréal. Là, c'est avec les gens de Tremblant, évidemment. Tremblant, c'était Intra-Ouest, qui était un des gros promoteurs de villégiature au Canada là, pendant plusieurs années, qui avait une division agence immobilière qui s'appelait Playground à Tremblant. Et nous, Debbie et moi, on avait analysé qu'on allait avoir un 12 à 14 ans avant de penser être capable de rattraper un joueur clé comme ça, parce que leur gros avantage, c'est eux, la montagne. Ils sont opérateurs de la montagne, ils sont propriétaires de la montagne. C'est la seule agence qui peut être physiquement sur la montagne. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a mis en contact Altera, qui a racheté Intra-Ouest depuis. Altera, on les avait mis en contact avec l'Allemagne, avec la maison mère d'Engel Volkers. Et ils ont ouvert des Engel Volkers dans toutes les montagnes de ski opérées par Altera. Altera, c'est un des plus gros fonds d'investissement opérateurs de montagnes de ski au monde. Okay. Et là, ils ont ouvert Engel Volkers. Fait que c'est Altera qui est propriétaire d'Engel Volkers. D'Engel Volkers, exactement. Il n'y a pas de Patrice et Debbie. C'est pour ça que toi, tu n'es pas propriétaire. Mais il y a un excellent directeur, Steve Lefebvre, qui est à Tremblant, qui fait un travail exceptionnel. Mais les parts de marché de Engel Volkers à Tremblant, au 1 million, c'est phénoménal. Ouais. Mais en projet, c'est le joueur dominant. Et même notre compétiteur principal a fermé son bureau là, parce qu'à un moment donné, c'était à ce point affecté par l'explosion de Engel Volkers. Fait que ça fonctionne à Tremblant, ça fonctionne à Québec, ça fonctionne dans les cantons de l'Est, ça fonctionne dans le Vieux-Montréal, Outremont, partout. Il y a quelque chose qui fonctionne quand on l'exécute comme il faut, quand on ne tombe pas dans les pièges. Et là, il y a un créneau. Il y a un an avant Engel Volkers, nous, on avait lancé McGill Commercial avec un ancien VP d'une autre bannière commerciale. On avait un certain succès. Les associés, on a racheté nos associés. Les associés sont partis dans une autre bannière. Et là, nous, il y a 2 ans, on a commencé vraiment à bêta-tester Engel Volkers Commercial, avoir une dizaine de courtiers qui font que du commercial. C'est-tu vous qui avez apporté ça à Engel Volkers? Il y a 4 ans, moi, en Hambourg, en Allemagne, j'avais une discussion avec notre ancien président, Sven Odia. Puis je lui avais dit, eux voulaient le faire de façon corporative, comme ils ont en Europe. En Europe, il y a une centaine de bureaux Engel Volkers, mais qui sont opérés. C'est fort commercial en Europe. En Allemagne, c'est le plus gros joueur. À Berlin, là, oublie ça. Là, tout ce qui est commercial, c'est excessivement fort. C'est Engel, OK. Fait on sait qu'il y a une recette qui fonctionne. Tout est déjà là, les outils, je veux dire, les templates, tout est là. C'était juste une question de temps. La raison pourquoi c'est pas venu en Amérique avant, c'est qu'ils voulaient absolument que le brand soit reconnu pour le résidentiel d'abord. Percé dans le luxe avant. Exactement. Là, c'est clairement établi que là, l'entrée avec la division commerciale n'aura pas... Au niveau de la perception, c'est plus simple. Nos courtiers commerciaux roulent, cartonnent, tes collègues que tu connais, ça roule, ça marche vraiment bien. Et là, on était ensemble, tu étais avec moi, puis une certaine délégation de Montréal, ils l'ont annoncé, c'est officiel. Engel Volkers commercial Americas est lancé, c'est parti. Et là, c'est ça. Là, c'est notre prochain, la trifecta. On a déjà une belle progression, on a déjà des joueurs clés. Et là, c'est de réussir à refaire ce qu'on a fait avec Engel Volkers haut de gamme résidentiel, ce qu'on a fait avec McGill en projet. À Toronto, on n'utilisera pas McGill Immobilier
pour le projet. Ça va être plus Engel Volkers Development Services. Engel Volkers Development Services est déjà rendu à plus de 400 projets exclusifs. La progression est fulgurante. On voit ce qui se passe avec Engel Volkers Commercial en Europe, fait qu'on se dit qu'on va être capable de faire la même chose en Amérique. Est-ce qu'il y a d'autres Engel Volkers à Toronto ou c'est toi qui as amené le premier? Nous, on a acquis 85 des parts du marché de Toronto. de Toronto. Évidemment, à terme, un jour, ça va être évidemment de fusionner tout ça dans un seul groupe. Mais c'est ça. Je pense que ça va être l'orientation avec le temps. Un petit peu aussi au Québec. Là, au Québec, on a 85 du territoire. C'est la même chose à Toronto. Mais nous, on n'est pas des courtiers opérateurs. On est des gestionnaires d'agence. C'est pas nécessairement... Un bon courtier immobilier ne fait pas nécessairement un bon propriétaire ou opérateur d'agence. C'est deux métiers différents. Il y en a qui réussissent à le faire, mais la plupart... Un gestionnaire, c'est un gestionnaire et tu ne peux pas faire les deux. Nous, c'est ça la beauté aussi, on ne compétitionne pas avec nos courtiers. On a nos réseaux personnels. Puis tu pourrais compétitionner avec les leads. Il y a beaucoup d'agences, c'est comme ça que le directeur, le propriétaire va être propriétaire d'agence et courtier aussi. Mais moi, l'illusion de conflit d'intérêt, parce qu'il y en a qui... C'est un conflit d'intérêt. C'est ça. Il y en a qui le font bien, mais à un moment donné, quand il y a un gros lead que le propriétaire a, tu te dis, est-ce qu'il a eu... Une maison à 10 millions. Est-ce qu'elle vient de l'agence? Est-ce que c'est un ça. lead que si j'avais été avec un propriétaire qui n'est pas courtier actif, est-ce que c'est moi qui ai réussi ce lead-là? Fait que nous, on aimait mieux ça, les courtiers aiment beaucoup ça. Évidemment, on est très impliqués encore en projet, on fait encore les lancements, on est sur le terrain en projet, mais en revente, nos réseaux personnels et nos réseaux professionnels, on les réfère à nos courtiers. Nos courtiers sont très contents. Oui, c'est vrai. Mais on a vraiment, ça je dois dire, le volume, le volume de référence est exceptionnel et je pense unique dans l'industrie. Oui, dans le fond, qu'est-ce que tu penses des shows? Qu'est-ce que tu penses des shows de courtiers qui en ce moment? Je pense qu'il y en a un qui vient de sortir aussi pour un petit peu rire des courtiers que je trouve... je ne l'ai pas écouté, mais est-ce que tu sais de quoi je parle? Des humoristes qui font des parodies des courtiers immobiliers? Oui, mais pas des humoristes, mais il y a un show à TVA là, qui est ressorti. Ah oui, il y avait c'est ça que c'est mettant en vedette. Mais c'est une fiction, là. C'est une fiction, c'est ça. C'est pas. Il y a ça qui commence à sortir. On a des shows. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que tu en as fait un. Tu en as fait un show aussi. Oui, j'en ai fait un. Moi, je pense que les shows de télévision, c'est un des éléments, je dirais avec les structures pyramidales, là, pour moi, c'est les deux éléments les plus dommageables pour notre industrie des dernières années. Malheureusement, la télévision, on l'a dit, c'est un show de télévision. Ici ou partout? Parce que là, mettons, on a les... partout, mais partout... Netflix, comment on appelle ça? Je veux dire, les shows bling-bling, Hollywood et tout ça, c'est un show, c'est un spectacle. C'est pas la réalité. Malheureusement, je trouve que la population a pris ces shows-là comme si c'était la réalité. Non, ce qu'on va montrer là-dedans, c'est le 5 demain matin, tu es dans un show comme ça, tu déboules les marches, c'est sûr qu'ils mettent ça. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent du drama. Ils veulent. Mais c'est ça que le téléspectateur recherche et c'est ce que le producteur va leur donner. Mais à un moment donné, tu t'éloignes trop de la réalité du courtage. Et ce que ça fait, malheureusement, c'est que ça amène un profil de courtier dans notre industrie qui s'en vient chercher ça. Qui s'en vient pas dans notre industrie pour les bonnes raisons. Au Québec, on a eu des très mauvais shows, on a eu des très bons. Moi, j'ai fait une émission qui s'appelait, c'est ça, Agent Double. Mais ça, c'était plus une game immobilière. C'était plus des couples, deux couples en opposition. C'était un jeu immobilier. C'était pas la réflexion du courtage. C'était un jeu immobilier. C'était correct. C'était un show qui c'était fait pour divertir, mais ça n'essayait pas de montrer la réalité du courtage. Bien, j'aime mieux cette version-là. Quelque chose pour divertir, comme, mettons, le show des humoristes qui rit un peu. Mais ça, c'est clair. Ça, je trouve ça c'est parfait. On ne présente pas ça comme un documentaire ou un docu-réalité. Pour moi, le meilleur show... nous un petit peu, mais c'est parfait. Moi, le meilleur show que j'ai vu au Québec était de loin Vendeur de rêve, là, qui était produit par Urbania. Là. Ça, c'était un docu-réalité. Et ça, à cause justement des subventions, de certaines subventions qui viennent avec les documentaires, ils ne pouvaient pas reprendre des prises. Là. À un moment donné, c'est pas genre on fait 10 fois la prise, tu ouvres la porte et tout ça. Ça, c'est les shows. Un docu-réalité, il y a one take. C'est ça. Et là, ça reflétait beaucoup plus la réalité du courtage. Visuellement, c'était très beau. Et ça. On avait 5 des 6 courtiers qui étaient dans cette émission-là, qui étaient des courtiers de chez Engel Volkers. Ça, je considère pour moi que c'était le meilleur show. Malheureusement, il y a d'autres shows où est-ce qu'il y a des très bons courtiers. Il y en a d'autres moins bons. On a eu un show qu'on ne nommera pas, mais que la moitié des courtiers ont été soit suspendus ou radiés. Fait qu'à un moment donné,
j'essaie de comprendre Ouais. c'est quoi le but d'aller dans ces shows-là ou pourquoi ils prennent ces shows-là. Et encore une fois, il y en avait des bons, là. C'était pas tout le monde, Non. je veux pas, il y en a des bons là, dans les courtiers de ces shows-là, fait que je veux pas mettre tout le monde Non, exact. dans le même panier, mais pour moi, ça, c'est ça. C'est pas la réalité, c'est pas tous les courtiers. Ben, c'est pas filmable ce qu'on fait. C'est pas non, glamour nécessairement. ça Tu sais, serait moi, plate, là. je rentre au bureau le matin, je suis 2 heures, je fais des recherches devant un ordi. On peut pas, mais on peut pas filmer ça. Ils vont là. pas te filmer en train d'appeler pendant 2 heures des gens. Là, Des tu sais, clients, y non, a-tu non. quelque chose de plus plate à regarder à la télévision? Là? Fait que, à un moment donné, s'ils filmaient exactement tout ce qu'on fait, Ouais. tu sais, filmer une inscription du broker loading, là, tu sais, de rentrer une inscription sur ton ordinateur, qu'est-ce que le téléspectateur va trouver le fun là-dedans? Fait que c'est ça, c'est dur, comme tu dis, c'est exactement ça, c'est dur à transposer la réalité du courtage immobilier à la télévision. Malheureusement, les producteurs prennent des raccourcis, essaient de créer du drama. Il y en a eu d'autres aussi. Tout est faux. Là. Tout, c'est des faux clients, c'est des faux... Ouais, c'est des fausses fausses transactions. situations. Et l'affaire aussi, c'est qu'aux États-Unis, le profil type dans certaines villes du propriétaire de montrer sa maison de 25 millions, puis ses autos et tout ça, sont bons. Ils veulent ça. Les gens veulent être à la télé. Ouais. C'est culturel dans certaines villes ou Ouais. certaines... T'as Au le Québec, Hollywood aux mais États-Unis, Québec, fait que là, les millionnaires ça fit québécois, avec. Là. à part quelques exceptions, les gens fortunés au Québec, ça ne veut pas montrer sa maison dans un Non. show bling-bling, ça ne veut pas montrer leur voiture et tout ça. J'ai essayé de le faire, moi. Il y a Tu des le- exceptions. Tu le sais, j'ai essayé. J'appelais les courtiers du bureau. Je voulais faire des tours de maison. J'ai beaucoup de courtiers, que ce soit à notre bureau ou à d'autres Ouais. agences qui me reviraient de bord. Ah, puis c'est pas nécessairement les courtiers, Que c'est ce soit le courtier ou le propriétaire Exact. qui me revirait de bord. J'ai essayé de faire exactement ce qu'on voit aux Ouais. États-Unis. Puis je me suis fait tellement barrer la porte que je le ferai quand je vais avoir mes clients, puis ils me Exact. permettent de le faire, mais c'est difficile. Non, ici. la population... C'est le pas la prof- même mentalité qu'aux ben, États-Unis. Culturellement, le profil Ouais. type du Québécois ne veut pas exposer Non. de réussite, de richesse. Il y a toujours des exceptions. Les médias sociaux en sont remplis. Ben, on le voit Euh, à chaque fois qu'on fait des vidéos de réussite ou de succès. Moi, je regarde les commentaires, puis je commence à en voir, puis les gens, Ben, ils... Mais il y a une différence, parce que pour moi, tu sais, même au niveau des shows de télévision, tu sais, il y avait des Ouais. shows à Télé-Québec et tout qui étaient plus sur les angles architecturaux, là, des Ça, propriétés. ça, c'est C'était bien fait, c'était Ouais, très beau. ça, c'est bien. La réussite aussi entrepreneuriale, il y a une façon de bien le faire, mais quand c'est ostentatoire, quand c'est juste... ça, moi, je décroche. Moi, Ouais, je suis... je comprends. et c'est ça. Nous, nos clients demandent une certaine discrétion. Puis c'est pas une notion, c'est pas pour cacher quelque chose. Là. C'est juste, ils ont une vie privée, ils veulent pas... Ils veulent respecter. malheureusement aussi au Québec, maintenant, il y a des journalistes engagés par différents médias que leur job à temps plein, c'est juste de voir les gros achats de grosses voitures, de jets, d'hélicoptères, Ouais. les grosses transactions boursières, les transactions immobilières. Et ça, on l'explique à nos clients rapidement. Je dis, votre maison risque d'être la vente record de tous les temps du secteur. L'information que les journalistes vont obtenir ne viendra pas de nous. Nous, on va dire aux journalistes, s'ils nous appellent, nous, on ne les appellera pas. Si les journalistes nous appellent, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Jusqu'où on peut aller? Mais ça reste des données publiques. Le registre foncier, à un moment donné, les gens vont voir c'est qui les acheteurs, Ouais. voient le coût des transactions et tout ça. Donc, à un moment donné, ce n'est pas nous qui allons fournir ça, mais c'est inévitable. Ça va sortir. Les gens aiment ça, de connaître qui est derrière la plus grosse maison et tout ça. Il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a pas un avocat qui peut prévenir ça. C'est légal, mais je vous garantis que ça ne viendra pas de nous. On n'utilisera pas votre réputation, votre nom pour se faire du capital marketing sur votre dos. Ça, je peux vous le garantir. Il n'y a jamais un journaliste qui va dire que l'information va venir de nous. Ça, j'en suis... et ça, c'est une obsession, la discrétion chez Engel Walker. C'est ce que j'aime, mettons, des bannières de haut de gamme. Tu sais, mettons, je donne un exemple, le branding des courtiers. Tu sais, on le voit sur les pancartes, on ne voit pas le visage, on ne voit pas... Tu sais, c'est vraiment le nom. On essaye d'être vraiment discret. Ouais. On gère des maisons de plusieurs millions, ils ont des propriétés, fait qu'il y a beaucoup de... Tu sais, eux, ils veulent pas se faire déranger, Exact. ils veulent pas que les gens sachent un petit peu ce qui se passe. Puis c'est important, la discrétion, quand tu vas dans la haute gamme. Mais c'est un peu... c'est le focus doit être sur la propriété. Oui, exact. C'est pas, Ouais. c'est pas une promotion de l'agence ou du courtier. D'abord, avant tout, c'est la propriété. Oui. Et ensuite aussi, c'est comme demain matin, c'est comme si... tu sais, là, parlons, pour donner un exemple de Porsche. Ouais. C'est comme si, mettons, tu Porsche, tu aurais Porsche Jacques Tremblay, qui est propriétaire, mais là, le Jacques Tremblay, il est comme 20 fois plus gros que le Porsche. Non, tu sais, à un moment donné, Non. le Porsche a plus de poids que le Jacques Tremblay. À un moment donné, ça reste... Ouais. La beauté, c'est que chez Engel Walker, la recette, c'est 50 % de courtier, 50 % l'agence. Le client qui adhère au brand, le courtier a le mandat. Tu sais,
Le courtier n'a pas besoin de fighter son agence. L'agence, c'est un outil. Là. C'est l'outil suprême. Mais c'est sûr que quand tu arrives dans une agence, que tu te bats, tu te pitches contre 150 collègues, bien là, c'est une guerre individuelle. Tout le monde a le même brand. Exact. Nous, on pitch à peu près jamais un contre l'autre. Et souvent, quand ça arrive qu'on est deux, la beauté, puis ça, c'est ce que je trouve le plus extraordinaire. On s'appelle. Ils s'appellent. Ouais, On le prend ensemble. On s'appelle puis on le prend ensemble. Trouve-moi beaucoup d'agences traditionnelles où est-ce que les courtiers vont dire ça? Non, c'est chacun pour soi. Ouais. Mais cette mentalité-là, écoute, on n'est pas parfait, là, on est perfectible, puis on prend le commentaire et tout, mais on essaye de le maintenir et tout ça. Ça reste compétitif, les gens, mais je pense quand même que quand quelqu'un chez nous prend un mandat, fait une vente record et tout ça, les collègues sont sincèrement contents pour la plupart. Est-ce qu'il y en a toujours des jaloux? Mais avec le temps, on ne les gardera pas. Dans tous les milieux, il y en a. On ne serait pas un bon fit. Pour moi, la plus grosse erreur que je vois, c'est les courtiers qui voient leurs collègues comme des concurrents plutôt comme des alliés. Tu ne peux pas dominer un secteur seul. Je veux dire, Westmount, Martin et Rochelle, et Brian Dutch, et Brigitte Birdman, et William Gong, et tout ça, c'est la combinaison de tout ça qui fait qu'on est aussi dominant. Vieux-Montréal, c'est ça, tu sais, Marc-Claude Palacio, tout ça, à Outremont avec Félix Jasmin. Je veux dire, tu as besoin de tes collègues pour dominer, pour co-lister, référer, tout ça. C'est ça. Les gens qui veulent être seuls, exclusifs des secteurs, moins long terme, c'est des modèles qui ne fonctionnent pas. Et l'autre problème aussi, c'est que quand on remercie un courtier ou qu'un courtier quitte, faut faire attention comment tu évalues le nouveau rendement de ce courtier-là. Un courtier qui quitte ou qui est remercié, il est encore dans le résiduel de l'agence d'où il vient. La vraie analyse se fait dans 6 mois, 9 mois, 1 an. Si la personne avait été pitchée pour un mandat de 3 millions avec Engel Volkers et que là, on avait retardé la mise en marché parce que le courtier il se dit « je m'en vais à tel endroit » ou j'attendais les photos d'été, des choses comme ça. Et là, on voit cette propriété-là, puis on se dit « ah, ça fonctionne dans la nouvelle agence ». Non, c'est un mandat qui a été pitché sous le brand. C'est le nom qui Mais dans 1 an, où est-ce qu'il est rendu, ce courtier-là, dans 1 an? Dans quel créneau? Qu'est-ce qu'il fait? Et tout ça. C'est correct. Il y en a qui vont réussir, il y en a qui changent de secteur, qui changent de produit, c'est correct. Il y en a qui reviennent. On a des courtiers qui sont revenus, qui ont essayé différents autres marchés, qui reviennent quand ils retournent dans l'autre gamme. Mais c'est ça. Mais l'analyse de juger la bannière, il faut que tu le fasses quand le courtier, 1 an plus tard, et non pas juste à la sortie, quand nous, on l'a remercié ou qu'il lui a décidé de quitter pour différentes raisons, valables ou pas, selon le cas. Mais c'est ça. Nous, on est vraiment all-in. Notre carrying cost, c'est plusieurs millions par année. Il n'y a pas de scénario... Un courtier qui fait ce qu'il doit faire réussit. Un courtier chez EV qui ne réussit pas, c'est parce qu'il ne fait pas son 50 % de la recette. Comment tu vois, mettons, le switch avec les réseaux sociaux? Puis, tu sais, les courtiers, on a vu beaucoup de courtiers quand les réseaux sociaux sont sortis, postaient beaucoup de vendus, de mise en marché, puis tout ça. Là, un petit peu tout le monde sur le marché fait ça. C'est un petit peu tout le même ramassis qui revient beaucoup. Un petit peu comme dans le temps, c'était du marketing, dans le fond, pancarte sur le bord d'autoroute, bus. Mais tu sais, là, je vois tout le monde qui fait ça, puis c'est plus vraiment ça qui amène le plus de business. Je comprends que c'est un tout. Faut que tu sois partout dans un marché, tu y vas partout. Qu'est-ce que tu vois, mettons, comme, tu sais, là, on fait un podcast, on fait des vidéos. Comment tu vois ça arriver avec l'immobilier moderne? Oui. Ah ben ça, c'est la belle question. Ouais. Et là, tu vas avoir une belle réponse. OK. Les médias sociaux, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, je veux dire, les shows de télévision et tout ça, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est à l'aise devant une caméra. C'est pas tout le monde. Et c'est correct. C'est pas une nécessité. Un courtier qui le fait, qui n'aime pas ça, c'est pas nécessaire. Il y a des courtiers qui roulent, qui performent et qui sont zéro médias sociaux ou qui mettent le minimum. Là, qui vont juste mettre leurs nouvelles inscriptions, les vendus, et c'est tout. Et c'est correct, c'est suffisant. Nous, comme agence, on fournit énormément de statistiques, de posts déjà préfaits que nous, on fournit aux courtiers avec les textes. Avec l'équipe de design que vous avez à l'interne. Ils utilisent ça et tout ça. Mais je dis, le problème aussi avec les médias sociaux reliés à l'immobilier, c'est que pour avoir vu ce qui s'est fait dans les dernières années, mettons, on en a un qui était très bon, qui est encore très bon, Martin Rouleau. Ouais. Chez nous, il est très, très, très bon dans les médias sociaux. Mais Martin a énormément de belles propriétés. Martin a un très gros réseau interpersonnel et tout ça. Sa sœur, qui est la propriétaire d'Unscented Company, fait que là, qui est un succès entrepreneurial québécois, fait qu'il parle du succès de sa sœur, connaît tous les grands restaurateurs, est au restaurant, fait la promotion d'un restaurant d'un ami, tout ça, monte ses belles maisons de 5 millions, 10 millions. Mais à un moment donné, tu ne peux pas faire 25 pauses de la même maison. Martin, il a un volume. Il y a la notoriété, il est ça le permet un petit peu d'être tout le temps glamour, un petit peu, dans le sens que c'est toujours beau ce qu'il présente. Exact. Il y a le bon produit, il y a la personnalité pour, il est bon devant une caméra, il y a un capital de sympathie. Mais le problème avec les médias sociaux,
c'est que là, il y a tellement de contenu. Fait que faut toujours en créer. Et dans l'immobilier, ça va au début, mais à un moment donné, tu retournes dans les mêmes sujets, ça devient redondant. Fait que si tu veux pas être redondant, là, il faut que tu changes, faut que tu sortes. Et là, tu sors un peu, tu t'éloignes un peu de l'immobilier, et c'est là le danger. C'est vraiment le danger. C'est que moi, que j'aie un like d'un kid de 16 ans en Inde, ça sert à rien. Ça sert à rien. J'aime bien mieux avoir 500 likes du Québec Inc. local québécois sur LinkedIn avec quelque chose de super pertinent. Mais là, les médias sociaux, dans une quête de views, de likes et tout ça. De clickbait. Mais c'est ça, mais justement, là, tu tombes dans le piège de mettre un titre, des fois sensationnaliste, d'aller dans le drama. Là, on tombe dans le piège d'un show hollywoodien télévisuel et tout ça. C'est l'équivalent du piège. Fait que de rester dans le contenu pertinent, de rester dans l'image du courtage positive, c'est ça. Là, c'est le piège est fragile. Il y a des rajustements. De la même façon que j'ai des courtiers, après 20 ans d'entrevue, il y a 50% des courtiers, à un moment donné, quand ils se mettent à rouler, ils vont perdre la chose la plus importante, qui est l'humilité. Oui, il y a une game de perception. Tu dois montrer que tu roules et tout ça. Ça, c'est une game marketing. Ouais. Mais dans le day-to-day, avec tes clients, tes collègues, il faut que tu gardes les pieds sur terre. Il faut que tu sois sympathique. Il faut que tu restes sympathique. Oui, il y a une game marketing. Tu dois montrer que tu roules, ça, c'est correct. Mais dans le one-on-one, il y a comme à un moment donné, c'est comme si ça devenait un privilège de faire avec le courtier que l'inverse. Il faut que le projet de tes clients soit important pour toi. 100%. Que ce soit de vendre une maison ou un projet d'investissement, moi, j'essaie de dire à tous mes clients, votre projet, je veux pas qu'il plante. Là. Ouais. Je veux pas votre projet fasse du sens pour moi. Là. Ouais. Ben, nous, on recommande fortement et on oblige, pour la plupart aussi, à nos courtiers d'être là pour les visites. Il n'y a pas de boîte à clé, d'être là chez le notaire. Il y a un problème chez le notaire. Le client, il veut son courtier, là, le conseiller. Oui, il y a des gourous, puis des coachs, puis des pyramides qui disent « c'est pas efficace, ça, tu n'as pas besoin d'aller chez le notaire, tu sauves du temps, c'est meilleur, tu fais plus de business. » Oui, mais c'est tout ça qui est le meilleur pour mon client? On est-tu dans un objectif de maximisation à court terme, égoïstement, de plus de commissions possible, ou on veut servir le client de façon optimale, puis qu'on soit dans le repeat, puis faire de la business à long terme? Le piège, c'est d'avoir des visions court terme. Le courtage, c'est un marathon, c'est du long terme, c'est du repeat. Ouais. Les courtiers qui roulent le plus aujourd'hui, là, ils vendent, c'est du repeat. Ils sont rendus qu'ils vendent aux enfants de leurs premiers clients, tout ça. C'est ça un vrai bon courtier. Le réseau de référence. Si tu es un courtier qui va avec les modèles de coach, tu sais, à un moment donné, moi, là, des coachs là, qui n'ont jamais réussi en immobilier, là, si ta formule magique est si bonne, là, écoute, pourquoi tu ne deviens pas courtier? Pourquoi tu ne le fais pas? Si tu promets que tu vas faire des sommes colossales chez nous, exécute exactement ta recette. Pourquoi tu ne la fais pas toi-même? Il y en a des bons, il y a des très bons coachs. On en a engagé un exceptionnel, Gil Kastner, là, qui est chez nous comme coach. Lui, il donnait des... C'était le coach de Martin Rouleau pendant une certaine période de certains de nos courtiers. On avait eu plein de recommandations. C'était un coach one-on-one? One-on-one, mais c'est c'est un courtier commercial de formation qui était sur différents fonds. Il était chez IntraWest. Moi, je suis d'accord avec toi, mais moi, je suis pour le coaching. Ouais. Je suis pour, mettons, les formations, mais je suis pas pour les gens qui donnent des formations sans un certain background. Tu peux pas t'embarquer dans ce type de marché-là si tu ne sais pas de quoi tu parles. Si tu veux faire un cours de vente, si tu veux faire un cours de marketing, il faut que tu t'y connaisses dans le milieu. Là. Il y en a beaucoup qui essayent vraiment de... On parle de clickbait, d'investisseurs immobiliers. Si la moitié de tes projets immobiliers, tu es 5% propriétaire ou c'est l'argent de tes parents ou de ta grand-mère qui t'a fait en sorte que tu sois là, tu n'es peut-être pas nécessairement rendu là tout seul. Là, on revient à l'honnêteté, c'est les 3 critères. S'il y a une transparence, puis tu donnes ton vrai bagage et tout ça, puis les chiffres et tout, ça va. Les gens acceptent ce qui est présenté. C'est le mensonge, c'est des faux rendements, puis des fausses promesses, puis justement de gonfler des parcs immobiliers qui ne sont pas vraiment réalistes. Et tout ça, 2500 portes. C'est ça. Mais c'est ça, au final, ça revient encore, c'est honnêteté et crédibilité, c'est likable factor, c'est de revenir à la base, mais les bons courtiers, il va toujours avoir une place, mais moi, je pense que la police d'assurance du courtage, c'est la sélection, c'est la spécialisation. Nous, on est à Toronto, fait que finalement, on voit les chiffres de Toronto. Toronto, les chiffres sont épeurants. Là, pour un courtier, là, qu'est-ce que tu veux dire? Toronto est, mettons, 10 ans en avance sur ce qui s'en vient dans le courtage au Québec. Okay. À Toronto, là, 51% des courtiers font 1 ou 0 deal par année. 51%. Ça, c'est les chiffres RICO, qui est l'équivalent là, comme de l'association, l'OASIC et tout ça, de l'Ontario. C'est les chiffres officiels. Là. 51% font 1 ou 0 deal. 82% font moins que 6 transactions par année. Là.
Fait que c'est tout le 1% des courtiers qui font Ben, toutes les ventes. pourtant, mais là, les gens disent, il y a plus de courtiers. À Toronto, il y a 500% plus de courtiers, mais il y a 350% plus de transactions. On est combien de courtiers à Toronto? Ben là, il faudrait juste que je fasse le calcul à 500%. Fait que là, 16 500 fois 5, fait que quelqu'un dans les commentaires qui mettra le 5 fois 5. Là. Disclosure. Exactement. Mais c'est ça. Mais le Québec va s'en aller vers ça à un moment donné. Là. Il va y avoir un écrémage naturel. Tu sais, des courtiers qui mettent 500 000, 750 000, 1 million en marketing, c'est de plus en plus commun. Mais faut qu'à un moment donné, ça devient dur à jouer. Là, comme bien, il y a 20 ans, c'était pas ça. Les game marketing, c'était la petite pub dans la presse et tout ça. C'était beaucoup Le journal plus dans le restaurant déjeuner. Là, mais écoute, c'était, la game marketing, elle est passée à un niveau stratosphérique. Fait que quelqu'un qui commence, qui n'a pas le budget, il s'écroule. Là. C'est dur de suivre cette game-là. Moi, j'en ai su là, des courtiers qui font, pas chez nous, mais des courtiers qui font, mettons, qui mettent 2 fois leur T4 en marketing versus ce qu'ils vont gagner. Fait que c'est une illusion pour rester dans des rankings d'agences. Ils s'achètent un ranking. Ils s'achètent un ranking parce que c'est ultimement leur marketing est lié à ça et tout ça. Il y en a qui le font bien, qui vont arriver à la fin que la business va faire du sens. Mais encore une fois, je connais beaucoup de courtiers individuels, seuls, qui ont des endgames, des T4 finales supérieures à des méga structures. J'ai entendu des histoires, j'ai des courtiers qui, tu sais, puis là, on nommera pas de nom, mais que c'est dans un mois, ils ont beau être dans le top 10, top 100, puis un mois, pas de transaction, ou une semaine même que ça roule pas, c'est fini. Là. Le courtier, souvent, qui est mal entouré, qui est mal coaché, qui n'a pas une agence qui l'entoure, c'est qu'à un moment donné, une fois qu'il est lancé, il pense qu'il est parti. Il pense que ça se maintient, puis il pense qu'il tombe. Il y en a beaucoup là, qui tombent dans le piège. Là, il essaie les formules magiques, les champs des mirages. Là, il essaie de se structurer pour travailler de 9 à 5, lundi au vendredi, puis de soir, puis de week-end. Je vais engager du monde qui vont travailler à ma plage. Puis là, ils vont me payer une redevance et tout. Non. Il n'y a pas un courtier qui va travailler pour une agence qui travaille moins fort que lui. Il n'y a pas un courtier qui va travailler pour un courtier collaborateur qui ne travaille pas aussi fort que lui. Du moment que le courtier principal step back, commence à ralentir, la personne qui est en dessous qui se dit, regarde, il ne me feed pas, c'est moi qui vais tout chercher à la business, il s'en va solo. C'est sûr. Pourquoi à quoi qu'il me sert? La personne en haut, c'est sans visage, j'ai pas mon nom, je suis dans l'ombre et tout ça. Je vais sortir dans la lumière, là, puis let's go. Je vais partir mes affaires. Ça va quand, justement, tu es avec un courtier majeur, principal, qui roule à fond, qui se donne, qui est 7 sur 7, 24 heures sur 24, qui se donne autant que toi. Là c'est fair, c'est donnant-donnant. Mais tout le monde, il y a trop de monde qui tombe dans ce piège-là. On les voit, là, les étoiles filantes, ça monte. Mais là, il y en a qui ont des débarques solides pour différentes raisons. Mais malheureusement, c'est ça. Il y a des débarques évitables. Tu sais, comme on dit, si à un moment donné, le rythme est trop rapide, puis qu'à un moment donné, de te maintenir là, c'est pas sain pour ta santé, c'est pas sain pour ta famille, ton couple. Tu prends la décision, va moins loin. Change le price tag, choisis tes mandats, choisis tes clients, sois plus raisonnable, mais assume que la rémunération va venir en conséquence. Puis c'est correct. C'est dur, ça. Enlève-toi la pression de performance et tout. Tant aussi longtemps que tu aimes ça, que tu as du fun. Mais le jour que tu te lèves le matin, que c'est malsain, tu n'as pas de plaisir, que tu sens que tu t'en vas vers le burn-out et tout ça, essaye pas de trouver des raccourcis. Tu vas finir dans un mur dans 1 an ou 2. Là. Assume. Et puis, on a des cas d'exemple de gens qui ont roulé, là, des high rollers solides chez nous, puis qui ont pris la décision. On ralentit, on ne va plus dans tel secteur, on choisit juste des villes. Puis ils roulent autant. Puis ils roulent en proportion de l'effort qu'ils mettent. C'est bien, ils ont une belle qualité de vie, puis c'est correct. C'est de choisir son niveau. Mais à un moment donné aussi, le courtage, c'est un peu ça. C'est comme un joueur de hockey. Un joueur de hockey, c'est ça qui est le fun dans le courtage. Tu peux choisir ta qualité de vie. Complètement. Mais un joueur de hockey aussi, pour donner l'exemple, pour que les gens comprennent, c'est que là, le joueur de hockey qui marque 50 buts dans une saison, c'est un joueur exceptionnel dans la Ligue nationale. Ouais. L'année d'après, il ne marquera pas 100 buts. Là. Puis l'année d'après, pas 200 buts. Non. À un moment donné, there's so much you can chew in a week. Là. Ouais. Il y a tant d'appels, de visites et tout ça. Fait qu'à un moment donné, quand tu arrives à un certain niveau de performance, c'est correct de refaire la même chose l'année d'après. C'est pas toujours d'augmenter année après année. Refaire la même année exceptionnelle, it's enough. Mais les gens, je sais pas... C'est de garder ce niveau-là sur plusieurs années qui est difficile. C'est ça, c'est de se maintenir. Ouais. C'est ça le défi. C'est ça la réussite du courtier, c'est de continuer à refaire et refaire, de toujours avoir du plaisir. Mais si ton objectif, c'est de toujours augmenter à chaque année, psychologiquement, là, ça ne fonctionnera pas. C'est là. dans le mur. Mais c'est humainement impossible. Et là, comment tu vas doubler. Et là, comment tu penses doubler? Bien là, c'est ça. Je vais me faire une pyramide. Ouais. Je vais me faire... Je vais me monter une affaire. Et là, après ça, c'est ça. Là, le volume augmente. Mais là, combien il reste à la fin de l'année?
Là, des fois, c'est moins que ce qu'il y avait quand la structure non, était ça. plus saine et tout ça. Fait que, à un moment donné, c'est de faire attention. Écoute, est-ce qu'il y en a des structures pyramidales qui fonctionnent bien? C'est sûr qu'il y en a. Ouais. Mais la norme, il y a beaucoup de structures pyramidales que c'était pas la meilleure option. C'est dur de C'était trouver. pas une nécessité. Le sweet spot, là, C'est dur de trouver le sweet spot. Ouais. C'est quoi, mettons, le nombre de dépenses versus le Exact. nombre d'heures, puis de savoir qu'est-ce qu'il est. C'est dur de... Puis à un moment donné aussi, c'est comme un couple. Là. Ouais. À un moment donné, le couple, tu sais, le conjoint, la conjointe, moi, je suis pas parfait. Là. Fait que, tu sais, Debbie, à un moment donné, elle s'est dit, Patrice, il me convient à 80 Elle va viser le 100. Là. Si elle avait visé le 100, on serait pas ensemble. Je suis pas parfait. Mais c'est un peu ça. Est-ce que la structure parfaite en courtage, le 100 c'est une utopie. Ouais. Quand ça va bien, que tu gagnes bien ta vie, que tu es heureux, puis que c'est 80 est parfait, que 20 normal dans n'importe quel emploi, qui va gambler ça? Tu es quelqu'un qui performe. Pourquoi tout le temps le besoin de regambler, remettre ça rouge? À un moment donné, le noir sort. C'est fini. Puis là, la banque, elle reprend tout. Puis c'est aussi simple que ça. Fait qu'à un moment donné, les courtiers, it's enough. C'est correct d'être le courtier numéro 100 dans un ranking. Le 1, il est 1 peut-être pour une raison justement parce qu'il y a 40 personnes dans sa structure. Puis, mais est-ce qu'il est plus heureux? Est-ce qu'il aime ce qu'il fait? Est-ce que son endgame, son T4 à la fin, combien il reste? Je pense que rendu là, tu es dans le top. Mettons, je donne un exemple au Québec. De 16 000 courtiers, tu es dans le top 100. C'est une question d'être heureux. Là, parce que top 1 ou top 100, je veux dire, de faire 1 million par année ou d'en faire 5, je vais m'emmener, c'est une question de bien-être puis d'être heureux de ce que tu veux. Là. Parce qu'il y en a qui veulent 5 millions puis plus avoir de vie. Tu peux réussir juste professionnellement, mais si tu ne réussis pas ton couple, tu ne réussis pas ta famille, tu ne réussis pas... Moi, quelqu'un qui m'impressionne, c'est quelqu'un qui réussit raisonnablement en affaires, que son couple est sain, que sa famille va bien, qui est capable de voir ses amis, qui va voir ses parents. Mais c'est sûr qu'il y a des sacrifices dans certaines périodes de l'année. Dans certaines périodes, je veux dire, les premières années de McGill et tout ça, là, c'est comme... Il n'y avait pas de vacances. D'arriver à l'épicerie, puis tu laisses le chariot là parce que la carte de crédit ne passe pas, puis qu'elle saute 60 fois en 6 mois, puis que tu mets 10 $ d'essence parce que tu n'as pas plus. C'est ça, un entrepreneur qui est all-in, qui est toujours à la limite. Mais à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, tu ne peux pas garder ce rythme-là à vie. Il y a un rythme de départ, mais à un moment donné, il faut que tu doses, que tu ajustes, puis sinon ton corps va t'envoyer des messages. C'est ça, tu vas tomber au combat. Là. Puis là, t'en es où là-dedans, toi? C'est la quête l'équilibre, c'est un peu... Faut qu'il y ait des sacrifices. Parce que là, tu développes Toronto, tu as McGill Immobilier qui repart, Ingold, c'est fort ici. Ben là, c'est de faire confiance à des gens solides, bien payés. Mais c'est ça. Oui, on grossit, mais on ne fait absolument pas plus d'argent. C'est ça la nuance. On aime le défi de servir, parce qu'évidemment, en commercial, nos clients sont des deux côtés, les promoteurs et tout. J'aime le faire, mais financièrement, ce n'est pas nécessairement le meilleur move financier. Moi, je ne suis pas dans une obsession de rentabilité. Là. Je ne suis pas dans un chiffre Excel à longueur de journée. Moi, si le big picture fait du sens, si j'ai du plaisir à faire ça, mais financièrement, ce n'est pas nécessairement le meilleur move, ou du moins pas à long terme. À long terme, ça peut être... Si ça marche. Oui, si ça marche. Ça marche. Mais moi, me dire, dans les 40 agences qui ont été créées dans les premières années de McGill, il en reste 2 ou 3. Là. Il y en a 37 qui ont fait faillite, qui ont fermé. Le risque rentabilité ne fait pas de sens, là. On est déjà occupé, on le fait pour le défi, on le fait parce qu'on aime ça. Je disais la même chose avec les gens qui faisaient des shows de télévision. Tu ne fais pas un show de télévision pour faire de l'immobilier, avoir de la business. C'est pas ça la raison. Si tu veux faire un show de télé pour le défi de l'essayer, puis par expérience... C'est un challenge. Do it. Un challenge personnel. Oui, fais-le. Ou tu aimes ça, fais-le. Mais c'est pas pour faire de la business. Moi, je le fais pas pour gagner plus d'argent. Je le fais pour le défi, je le fais parce que j'aime ça. Mais c'est ça, on s'entoure, on engage des gens compétents et tout, mais il y a des sacrifices. C'est sûr que, écoute, je vois peut-être pas ma mère ou mon père aussi souvent que je devrais ou que je voudrais. Les enfants, ça veut dire un laptop sur les genoux. Je suis en vacances, les vacances, je ne décroche pas, là. Je travaille en vacances tout le temps. Moi aussi, c'est toujours ça en vacances. Mais à un moment donné, j'aime ce que je fais comme travail, j'aime le domaine, mais le domaine impose ça. Puis à un moment donné, c'est ça. Tu essayes dans la limite. Je pense que mes enfants, je les vois. Mais c'est ça. Ça vient avec des sacrifices. Il n'y a pas de scénario où est-ce que tu roules à haut niveau dans peu importe le domaine, tu ne sacrifies rien. Là. C'est impossible. Là. Moi, c'était ça, les vidéos. Là. J'ai dit à Gwen, on essaye 1 an. On fait 1 an de vidéo. Je m'en fous si ça
donne aucune business. Je veux l'essayer, je veux avoir du fun, je veux vraiment voir ce que ça peut donner. Mais c'était pas dans l'optique de business, c'était dans l'optique de rajouter un petit challenge dans ma vie puis de voir ça peut amener où. Ça peut faire rencontrer quelle personne, où ça peut m'amener. Mais en même temps c'est aussi, c'est de... Si tu le fais plus comme un hobby aussi, que c'est pas dans un objectif business, tu fais j'aime ça jaser. Comme, tu sais, moi, au lieu d'aller jouer au squash le vendredi soir, moi, je fais des podcasts, je jase, puis j'aime ça. Tu sais, ça m'entertain. C'est pas obligé d'être toujours dans un objectif de rentabilité puis de business. Là. Tu peux le faire juste par plaisir de faire ce que tu fais, puis d'échanger. Tu apprends, on échange, on parle de sujets, on débat, c'est sain, c'est le fun. Peut-être juste ça, là, c'est correct. C'est pas obligé d'être rentable. Mais si quelqu'un le fait comme ça, c'est correct aussi. Mais moi la problématique des médias sociaux et de tout ce qui est podcast, c'est les gens devraient parler quand ils ont quelque chose à dire et ne pas se forcer à trouver quelque chose à dire. Ouais. Et là, je trouve que je suis d'accord. Tous ces médias-là, à un moment donné, vu que c'est tellement éphémère puis qu'il y en a tellement qu'il y a une pression de produire, qu'à un moment donné, le message vient qu'à se diluer naturellement parce que les sujets ne sont pas infinis. Là. Mais il y en a beaucoup qui restent relevant. Mais surtout l'immobilier, c'est comme on fait le tour. Je donne un exemple, je vais prendre, mettons, c'est controversé, mais mettons Joe Rogan. C'est toujours intéressant. Toujours intéressant, c'est tout le temps du monde. Mais c'est varié. C'est varié, c'est ça. C'est varié. S'il parlait juste du UFC depuis le jour 1, ça aurait été un peu ordinaire. Là, mais à un moment donné, et c'est un expert, c'est l'exception de l'exception. C'est peut-être le meilleur dans son domaine. Il est exceptionnel. C'est un gars, écoute, il est excessivement un réseau de fous. C'est un habile intervieweur. J'ai un bon ami, Francisco Randez, j'ai toujours dit... je connais. J'ai fait du combat avec. En jiu-jitsu. En jiu-jitsu, oui. Moi, c'était du kickboxing. OK. Mais c'est un ancien boxeur aussi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, Francisco, pour moi, c'est un bon exemple. Francisco Randez, c'est un bon animateur. Mais lui, peu importe le domaine, il va passer une semaine à tout lire. Il rencontre un écrivain, il va lire ses livres avant et tout. Il prend toute l'information. Parler d'immobilier, ça va. Mais si tu me mettrais devant un micro pour parler, je sais pas, de cuisine ou de... Intelligence artificielle. Moi, j'aurais pas le temps, j'aurais pas cet intérêt-là, cette capacité-là de m'asseoir une semaine, aller cruncher tout ce qui existe sur le sujet pour après ça faire une interview. Un intervieweur professionnel, c'est un talent, c'est vraiment exceptionnel. C'est ça. Parler d'immobilier, j'ai le nez dedans, je passe mon temps à être dans des statistiques. Fait que c'est ça. Je suis capable de parler de ça. Je vais faire des conférences avec des partenaires, mais je ne suis pas conférencier, je ne vends pas des tickets ou tout ça. C'est plus des invitations, puis je vais aller parler de mon domaine. Comment tu trouves ça, une conférence? Est-ce que tu as une certaine pression à parler devant du monde? Est-ce que tu comptes l'heure que tu vas jaser? Toujours un petit stress sain, là, je pense, de faire ça. Là. Si quelqu'un... mais là, avec le temps, puis surtout le sujet, c'est comme je disais, si tu me fais parler de quelque chose que je ne maîtrise pas à 100%, là, c'est stressant. Mais mon sujet, je le maîtrise assez bien. En tout cas, j'espère. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est plus facile quand c'est ton quotidien et que tu lis tout ce qui s'écrit dans le monde, ce qui est lié à l'immobilier. Fait qu'à un moment donné, tu as des réflexes. Puis, le fameux 10 000 heures dans un domaine, là, je dois l'avoir passé une couple de fois. Là. Fait que, à un moment donné, je pense qu'on devient à l'aise dans le sujet. C'est ça. Comme ça là. Comment tu vois la tendance des prochaines années dans l'immobilier? 5, 10 ans, court, moyen, long terme? Comment tu vois ça? Moi, j'ai pas mon dire que l'histoire se répète. Là. Il y a 30 ans, là, tout le monde dit « Ah, avoir su, j'aurais acheté plus d'immobilier. » tout ça. On va dire la même chose dans 30 ans. Là. Les cycles sont universels, même si, à moins qu'il y ait vraiment des événements majeurs, là, une troisième guerre mondiale, des grosses interventions. COVID Part 2. Exactement, ou législatives et tout ça, que des gros règlements massus, là, comme fédéraux, provinciaux et tout ça. Mais s'il n'y a pas d'intervention, qu'on est en libre marché, moi, j'ai comme l'impression que l'immobilier, mathématiquement, double environ aux 17 ans. Juste naturellement avec le cycle normal. Effet comme, mettons, le COVID. Exactement. Sans pression externe atypique, là, aux 17 ans. Fait que l'immobilier va continuer. Tu sais, c'est quoi l'immobilier? L'immobilier, c'est un terrain, c'est de la main-d'œuvre, c'est des matériaux. La main-d'œuvre continue d'augmenter, les matériaux continuent d'augmenter. Fait qu'à un moment donné, la revente suit le coût d'une construction neuve éventuellement. Ça se rattrape à des vitesses différentes, mais l'immobilier va continuer. Et surtout, en ce moment, dans l'histoire du Canada, de la province de Montréal, l'offre ne suit plus. Je suis allé manger avec la vice-présidente d'un de nos promoteurs. Elle me dit, Patrice, elle dit, nous, on est 100% intégrés, on a nos propres employés de construction et tout ça. Mais elle dit, moi, là, dans le temps, là, un charpentier menuisier, là, en période de pointe, là, il me donnait un 70 heures. Là. C'est un expert, passé de génération en génération avec les skills et tout ça. Il y en a encore des très bons, mais la nouvelle génération sont plus dans vivre le moment présent. Ils font moins de temps supplémentaire. C'est plus,
j'arrive, je repars et tout ça. Fait que là, ça prend quasiment 2 employés pour en couvrir un, mais la main-d'œuvre, il y en a. Il n'y en a pas beaucoup. Là. Il n'y a pas la C'est un main-d'œuvre gros facteur nécessaire. dans un projet. Là, Complètement. La main-d'œuvre, les ouais. matériaux, puis là, les matériaux contre l'inflation, Ouais. les matériaux. Fait que l'immobilier suit. La beauté de l'immobilier, c'est que c'est une bonne façon de se protéger de l'inflation. Parce que qu'est-ce qui compose l'immobilier, justement, est impacté. Ouais. Quand les biens de consommation augmentent, bien là, il y a une pression sur les employeurs de payer mieux les employés. Fait que là, les salaires augmentent et tout ça, mais fait que là, l'immobilier qui est composé d'un terrain, de main-d'œuvre, de matériaux, ça suit. Fait qu'on s'indexe. Des terrains, il n'y en a plus. À Montréal, il faut que tu démolisses. Ça, c'est ma grand-mère qui disait ça. Acheter ça du terrain, ils en construisent plus beaucoup. Ils en construisent plus. Mais c'est ça, c'est tout à fait. Montréal, c'est une île, hein? Fait que la densification. C'est pour ça, quelqu'un qui me dit ouais, mais qui va pouvoir se permettre, Outremont, Westmount, Ville-Montréal, ça ne peut plus monter. Il y a 25 ans, il y avait tant de maisons à Outremont. Il y en a le même nombre aujourd'hui, puis il va y en avoir le même nombre dans 25 ans. Sauf que la demande fait juste augmenter. C'est mathématique. Là. On peut plus, il n'y en a plus de terrain. Là. Depuis longtemps, là, dans le core. Puis c'est ça. Puis les maisons, ils ont de l'histoire. C'est des vieilles maisons. Il y a des familles qui ont été propriétaires. Ils ont rénové. Et l'autre affaire aussi, c'est que là, la protection du territoire agricole, ça, c'est intéressant. Parce que là, tout le monde disait, la banlieue, c'est moins cher, la banlieue est moins cher. Moins en moins vrai. Là. Le différentiel, avant une maison à Montréal, le 2/3 de la valeur, c'était le terrain, 1/3 le construit. La rive sud, la rive nord, la banlieue, c'était l'inverse. Mais là, les prix des terrains explosent aussi en banlieue, rive sud, rive nord, partout. Ouais. Ce qui arrive, c'est qu'il y a la protection du territoire agricole. Là, pendant la prochaine génération, il n'y a pas de changement de zonage. Là. C'est protection. Tu ne peux même pas faire une demande de changement de zonage. Fait que là, ce qu'on a comme terrain en ce moment, c'est tout le résiduel des anciennes conversions. Mais là, on arrive à la fin de ces terrains-là. Là. Il y en a de moins en moins. Là. Tu le vois à Longueuil. Là, ça monte. Là, densification. Longueuil, Et malheureusement, pour tout le monde, les gens ne réalisent pas, la courbe d'urbanisation des villes, elle est universelle. Montréal sera au point de Toronto un jour. Toronto va être au point de New York. C'est le même cycle. On est juste à des étapes différentes. Mais un jour, Montréal, on a tout ce qu'il faut. On est la capitale canadienne universitaire, du AI, de tout. On est une métropole. Là. On n'est pas une petite ville. Là. Il ne peut pas avoir de ferme là, à Montréal. Là. C'est comme oublier ça. Des maisons unifamiliales avec des grands terrains puis une piscine hors terre. Oubliez ça. C'est la haute faut densité. densifier. Il n'y a rien de plus écologique. Là, tu as tous des gens qui sont contre les grosses tours de 60 étages. Il n'y a rien de plus écologique que ça. Quoi, on est mieux aller dézoner une terre agricole, raser une forêt pour construire des bungalows pour tout ce monde-là. Non, ça fait aucun sens. Là. Fait que, il y a des gens qui se plaignent de quelque chose. La solution est là, puis ils se plaignent de la solution aussi. Puis c'est ça. C'est juste, ça nous prend, c'est ça, des experts qui sont en contrôle et non pas des politiciens. Planifions pour le long terme. Puis donnons-nous le temps, puis le moyen de nos ambitions, puis on va y arriver, mais pas à court terme. Ça va prendre des années. Mais tout ça pour dire que l'immobilier, le coût des loyers, parce que aussi, les hausses de loyers, c'est basé sur... c'est un calcul de coût. Tu sais, les gens qui sont habitués à une hausse historique, mettons, de 0,5 % par année sur le loyer, si les coûts des matériaux explosent, si les coûts du chauffage explosent, c'est basé là-dessus, la hausse autorisée par la Régie du logement. Il va y avoir des hausses majeures. Puis là, le monde, les locataires, comment ça se fait que ça haute? Mais c'est pourquoi que le propriétaire au Québec, c'est pas juste des fonds d'investissement. Il y a plein de Monsieur, madame, tout le monde, un professeur avec son mari qui travaillait chez Hydro-Québec. Ils ont acheté un petit triplex, ils ont gratté du fer forgé toutes leurs vacances puis les week-ends, puis c'était leur retraite et tout qui était là-dedans. C'est pas à eux de supporter le fardeau social. Eux, ils ont mis ça de l'argent pour se faire un petit coussin pour être capable d'avoir un confort. Fait que là, quand on leur met la pression, vous devez garder vos loyers bas, pourquoi? Ils ont travaillé fort, ils ont gratté tout ça. Ils ont le droit de le mettre à la juste valeur puis de dégager une petite profitabilité à la fin qui reste un peu d'argent. Ils ne peuvent pas être dans le négatif. Là. Non. Qui va rénover les tours des années 70 en béton qui sont en train de se fissurer si tu n'as pas l'argent pour l'entretenir? Ben, c'est ça. C'est à perte. Personne ne va en vouloir. Ça va s'écrouler. Je vais en donner. Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est que ça l'a aidé, la nouvelle loi, là, 31, là, pour cédage de bail. Il parle, dans le fond, avant, on pouvait plus... maintenant, on ne peut plus céder notre bail nécessairement. Fait que ça va aider à ce que les propriétaires de Plex puissent regagner une certaine valeur sur leur immeuble. Exact. Puis pouvoir faire d'autres projets. Pour faire plus de profit, pour suivre le coût d'entretien à jour de ces édifices-là. Et créer d'autres logements. Créer d'autres logements. Exact. Mais que ça soit... S'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a plus personne qui va vouloir en acheter. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'il y ait de la rentabilité. Il n'y a pas de rentabilité, il n'y a plus personne en immobilier qui est là. À moins, justement, si on était assis sur des puits de pétrole, puis on a des milliards, puis qu'on est un pays du Moyen-Orient et tout ça, c'est une autre game. Là, socialement,
on a les moyens de nos ambitions. Au Québec, on n'en a pas d'argent. Là. Je veux dire, ce on met là, il faut l'enlever à quelque part. Là. C'est des vases communicants. Où est-ce qu'on coupe? C'est des choix de société, mais il n'y en a pas plus. Là. Puis à 5, quand le taux d'imposition est à plus que 50 % on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Là. Tout le monde parle du Danemark. Là, les maximums, ça va être le Danemark à 60, 65. Mais 66 % en gain en impôts. En impôts, comment dire? Mais en même temps, tout est gratuit. Je veux dire, le métro est gratuit, les personnes âgées reçoivent des logements, tout ça. Fait qu'à un moment donné, ils payent quelque chose, mais tout est gratuit de l'autre côté. L'université est gratuite et tout ça. Fait que, mais je pense qu'on atteint à la limite du taux de taxation, d'imposition, ainsi de suite. Ça fait pas de sens après de donner plus que 50, 52, 55 les gens vont partir. Les gens vont partir. Oui, il y a toujours des gens qui vont rester. Ouais. Mais il y a juste équilibre. Je pense qu'on est quand même sain au Québec. Je pense qu'il y a un équilibre. Il y a une propension. Je pense que le Québécois aussi est très en philanthropie. Là, ça devient comme un petit peu comme sur le Canada anglais. Là, c'était plus à la mode. Là. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'impliquent. Québécois, là, les gens savaient ce que Québécois donne à différentes fondations. Comment il y a de fondations qui vivent grâce à Québécois. On est des gens dans le Québec Inc. Qui donnent énormément. Fait qu'il faut arrêter de voir l'économie, l'entrepreneuriat, le capitalisme comme un ennemi. Ouais. C'est un allié. Il y a une façon éthique, morale, viable de le faire. Il faut trouver cette façon-là. Mais pour l'instant, quand quelqu'un fait juste attaquer le modèle puis qu'il n'y a pas de solution, moi, j'écoute pas ces gens-là. Là. Si tu ne m'amènes pas de solution, tu veux juste détruire un modèle, trouve-moi la solution. Parce que tout gratuit, ça, c'est la laine. Ça n'existe pas. Là. Trouve-moi l'autre modèle viable qui fait du sens, tout gratuit. Ça n'existe pas. Si tu me trouves des solutions, parlons-nous, échanger. Le fameux « échangeons pour avancer ». Mais pour l'instant, c'est le modèle qu'on a. Rendons-le le plus optimal. Soyons imaginatifs, mais surtout ayons un plan de société, une vision de société qui n'est pas qui est multipartie, qui n'est pas genre égoïste, puis le pas dans ma cour, puis venez pas chez nous. Le gazon est tout le temps plus vert chez le voisin. À Pointe-Claire, quand la population s'oppose au développement de condos sur le bord de jonction de 2 autoroutes où est-ce qu'il y a un stationnement de centre commercial, ça fait pas de sens. On atteint une limite de la morale, de l'égoïsme individuel. On manque de logements d'un bord, on bloque des projets d'un autre bord. La jonction de 2 autoroutes, c'est le parking qui est déjà là. Il n'y a pas d'étang, il n'y a pas de grenouilles. Là. Il y a non. Pas, les grenouilles. Non, c'est correct. Il faut faire attention, évidemment, à l'écologie. Exact. Mais construisons des tours à Montréal, justement. Arrêtons d'aller dézoner. Gardons-les, nos forêts, puis nos parcs. Puis, c'est ça. Il y a des solutions à long terme. Malheureusement, il n'y en a pas à court terme. Non. Si en 2024, moi, je suis un nouveau courtier, je veux donner un nouveau courtier, qu'est-ce que tu me conseilles? Premièrement, c'est ça. Puis là, basé sur, mettons, 20 ans d'entrevues, des milliers d'entrevues, commence par rencontrer des courtiers, de différents types de courtiers, pose des questions. C'est quoi la réalité du quotidien? Prends pas ce que les collèges, les écoles vont te dire. Prends pas ce que les propriétaires d'agences vont te dire. Va parler à des courtiers. C'est quoi leur réalité? Moi, la chose que j'entends le plus souvent quand je demande pourquoi tu veux faire du courtage, je veux venir en courtage pour la flexibilité d'horaire. Là, je pars à rire. Je dis, à 24 heures d'avis, tu ne sais pas ton horaire du lendemain. C'est le festival de l'annulation du souper entre amis. Tu pars, écoute, tu es tout le temps en train de partir dans le couloir du restaurant pour parler, pour régler quelque chose, une urgence et tout ça. Il n'y a pas de flexibilité d'horaire. Il n'y a pas de scénario où tu pars faire le tour de l'Europe pendant 3-4 mois, puis tu reviens, puis tes clients t'attendent. Ça n'existe pas, ça. Mais il y a encore trop de gens qui pensent ça. Fait que parler à des courtiers, choisir, c'est ça, les agences selon le type de produit ou de secteur naturel que tu penses viser. La chose, par exemple, je dis toujours aux courtiers, tu ne choisis pas ton secteur et ton type de produit, c'est le produit de ton secteur qui va te choisir. Tu pars avec une intention et tout ça, mais tu sais, il faut que tu sois ouvert à ce que l'industrie va t'envoyer. Il faut que tu essaies. Tu regardes, tu sais, comme moi, je suis rendu plus dans le multilogement. J'aime ça faire ça, j'aime ça bâtir des projets. Mais c'est arrivé. C'est arrivé à moi, puis j'ai appris ce milieu-là. Mais tu essaies des affaires, puis à un moment donné, tu vas trouver ce que tu aimes faire, puis vers où tu veux aller. Mais tu ne choisis pas tes secteurs. C'est souvent la première transaction, le premier deal. Là, tu vas faire du marketing. Le courtier qui dit je veux aller dans l'immobilier, puis dominer Westmount. C'est là que je m'en allais. C'est pas comme ça que tu le fais. C'est l'autre classique. Je dis, tu peux pas commencer, puis que là, la personne qui a une maison de 5 millions, combien t'en as vendu à date? Ah, je sais pas, c'est ma première. Jamais. Combien tu mets en marketing? Ben, j'ai pas encore de budget marketing parce que je fais pas encore d'argent. Mais oublie ça, là. Il y a une étape à tout, là. Mais c'est ça, puis de garder l'humilité. Il y en a 50 % qui la perdent. Puis quand je dis humilité, c'est à plein de niveaux. Là.
tous les petits détails que tu fais pour ton client, le petit plus, tu sais, d'arriver avant, là, tu sais, d'ouvrir, faire le ménage, d'aider, De d'aider ton garder les client. pieds sur Les terre. pieds sur terre, à un moment donné, tu te mets à couper, à prendre des raccourcis, puis tu oublies qu'est-ce qui t'a amené là. C'est ça, c'est à l'humilité. La plupart vont se replacer. Mais moi, à un moment donné, quand je le dis, là, je venais pas de... quand j'ai commencé à réussir un petit peu, là, j'ai dit à mes amis, merci d'être encore là. C'est nouveau l'argent, c'est ça. une variable qui rentre dans une vie. Puis, ben, l'argent, ça peut être très positif et excessivement négatif. Ouais. Moi, ma façon, on a trouvé, on est impliqué dans plein de fondations. Fait que, c'est un peu là, le courtier qui roule et qui se sent coupable d'être dans mettons, le top 1% versus l'industrie. Ben, compense, là, comme... Moi, je vais à grand frère, grande sœur. Tu sais, je parraine le petit jeune de 11 ans. Mais tu sais, on a plein de courtiers qui sont dans différentes fondations. Tu sais, je suis conseiller d'administration du CHUM. On donne beaucoup, beaucoup de nos revenus à différentes fondations. Fait que nous, c'est notre façon, au niveau moral, tu sais, nos agences fonctionnent. On redonne, entre guillemets, à la société. On redonne à la population. Fait que, tu sais, psychologiquement, c'est ça. De garder les pieds sur terre, de garder le service. Tu sais, moi, les courtiers, c'est mes clients. Là. Faut pas que je l'oublie, là. Je suis là pour leur donner un service. Toi, tes vendeurs, tes acheteurs, c'est tes clients. Tu es là pour leur donner un service. Il faut te donner, c'est ça. C'est ça, rien perdre de vue. Mais un bon courtier, c'est prendre une bonne école, choisir une première agence qui est faite pour les nouveaux courtiers, qui donne du support. Le fit aussi, avec qui, ça va être qui ton point de contact, c'est qui ton directeur, avec qui tu vas t'entendre. C'est ça, de faire attention aux fausses promesses. Là, il y a des agences, des collèges qui promettent la lune, puis des statistiques non fondées. Puis à un moment donné, c'est ça. Les agences stables, des gens qui... que ce soit du staff, des directeurs ou des courtiers. À un moment donné, un courtier qui a fait, mettons, 5 agences en 10 ans ou un directeur qui fait 4 agences en 3 ans. À un moment donné, c'est peut-être pas les agences le problème. C'est comme, ils cherchent la recette, la potion magique. Il y a peut-être une introspection individuelle qui se fait. Encore une fois, je le dis, on n'est pas parfait, on est perfectible. On prend les commentaires, la critique constructive. On essaie toujours de s'améliorer. Mais à un moment donné, c'est ça. On veut des gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui ne sont pas là pour le bling-bling, qui ne sont pas là pour l'illusion d'argent facile, qui sont là parce qu'ils veulent faire ça, qu'ils aiment ça, qui ont la personnalité pour, qui sont dans le service client et qui sont là pour le long terme, pas juste pour essayer, puis venir voir, puis le temps, la saveur du moment, puis c'est ça. Mais c'est un beau métier, c'est un super domaine pour les gens qui le font comme il faut, de la bonne façon, avec la bonne agence, puis avec la bonne éthique. Là. Merci, Patrice. Merci à toi. Pour ton temps. Fait bien le fun. Ben, encore félicitations pour ta performance, puis ta progression est vraiment fulgurante, puis bonne chance dans tous tes projets. Thank you. Merci.